ces mots, Michel, et j'espère que vous m'entendez de loin. Je pense que de près, vous m'entendez bien. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'aurais dit aligné plutôt que animé. Et je pense que quand on est aligné, on est animé. Voilà, c'est-à-dire, j'essaye d'être aligné dans mes engagements et dans les valeurs que je porte et dans les engagements intellectuels que j'essaye de transmettre en particulier aux étudiants, puisque je suis universitaire dans une université évidemment publique et donc je suis au service de l'intérêt général. Et j'interviens toujours dans toutes mes conférences à titre totalement gratuit, j'aime aussi le rappeler. Alors, dans cette conférence, je vais intervenir sur les enjeux de l'évaluation de la richesse et de la performance. J'aurais pu donner un titre très très différent, mais bon, voilà. Et le petit sous-titre, un champ de lutte, parce que précisément toutes les questions de mesure et d'évaluation sont des champs de lutte. Et en relisant le titre que j'ai donné, mais suite à la discussion tout à fait passionnante que j'ai eue avec Michel il y a déjà quelques mois de cela, au fond, j'aurais pu l'intituler « Les enjeux de la mesure des richesses et de la performance », mais ce que je vais essayer de dire, et ça sera sans doute l'une des lignes directrices et l'un des fils rouges de mon intervention, c'est qu'en sciences humaines et sociales, puisque c'est de cela dont il s'agit ici, ou dans toutes les questions sociales et économiques, puisque pour moi l'économie c'est une science sociale comme une autre, eh bien, au fond, on ne peut pas mesurer au sens où vous l'entendez, où la mesure, où la réalité préexisterait à la mesure. On fabrique toujours en quelque sorte l'objet que l'on va mesurer en sciences humaines et sociales et en économie. On fabrique un indicateur de l'inflation qui devient le phénomène lui-même de l'inflation. On fabrique un indicateur de croissance qui devient lui-même le phénomène de croissance. Voilà, et ça vaut pour la pauvreté, ça vaut pour une multitude finalement de phénomènes que l'on cherche à donner à voir d'une certaine manière. Et donc évaluer, ça signifie étymologiquement mettre de la valeur sur quelque chose. Et donc la valeur, elle peut jamais être que économique, que purement économique. Elle est souvent une pluralité de choses. Et donc je ne suis pas très surprise que j'ai appelé ça l'évaluation plutôt que la mesure, mais je l'ai fait un peu par réflexe, sans véritablement me souvenir d'avoir pesé ce mot-là. Et puis, puisqu'il y a une ligne éditoriale cette année, moi je ne suis pas une spécialiste du tout de l'entreprise. Je m'intéresse beaucoup à l'économie sociale et solidaire parce que je dirige un master autour de ces questions-là. Mais en revanche, je suis venue vraiment à la question de ce qui se passe en entreprise ou dans ces organisations qui essayent d'avoir une valeur ajoutée, on pourrait dire, une valeur supplémentaire à la valeur ajoutée économique que sont ces organisations sans but lucratif. C'est que ça résonne en miroir avec la question des richesses, et donc j'aurai un propos en deux temps, macro puis peut-être plus micro, si toutefois c'est ça. Mais pour commencer, je voulais vous partager avec vous trois citations. Il y en a qui sont très banales et que vous connaissez bien. La première, vous la connaissez sans doute moins, mais je me suis dit que ça allait résonner avec des polytechniciens. C'est une citation de Stéphane Marglin, qui est un économiste, et qui, dans un ouvrage intitulé « L'économie, une idéologie qui ruine la société », il n'y va pas de main morte, il dit que l'économie prend très à cœur la célèbre formule de Lord Kelvin, physicien du 19e siècle, qui affirmait qu'on ne connaît que ce que l'on peut mesurer. Mais l'économie va plus loin, passant de l'épistémologie à l'ontologie, et indiquant ce que l'on ne peut mesurer, la communauté par exemple, n'existe tout simplement pas. Et c'est vraiment, ça va être aussi un de mes fils directeurs, c'est cette idée selon laquelle tout ce qui n'est pas mesuré finit par ne plus compter. Donc deuxième citation plus banale, parce que plus connue d'une certaine manière, de Bob Kennedy, qui dit « Le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leur jeu. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants, tout ce qui évidemment est tout à fait d'actualité. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. » Alors dans ces temps où nous sommes en train de rechercher la croissance à tout prix, c'est assez intéressant. Et dernier point, et celle-ci je l'emprunte à Thomas Coutreau et Jennifer Buet, qui travaillaient à l'époque tous les deux à la DARES, qui est le centre d'études et de recherche du ministère du Travail, et qui travaillaient sur la mesure des
des conditions de travail, hein, en particulier donc, au niveau macroéconomique, mais à partir évidemment des enquêtes réalisées en entreprise. Et il considérait que ce qui n'est pas compté finit par ne plus compter, y compris en matière de conditions de travail. Je trouvais ça intéressant. Voilà, on a plusieurs niveaux, plusieurs perspectives, plusieurs analyses, mais ce sont un peu ces trois moments de réflexion qui vont animer aussi mon propos. J'en viens à ma première partie. Donc, ma première partie sera plus macro sur la question des richesses, l'évaluation des richesses. Pourquoi cette question se pose aujourd'hui? Après tout, la question n'a-t-elle pas été totalement résolue? Voilà, les richesses, c'est en tout cas en matière de flux, c'est la croissance économique, hein, qui nous indique ce que nous accumulons tous les ans en matière de production. Et finalement, une fois qu'on a cette production, eh bien, précisément, on peut la répartir, cette richesse. Donc voilà, tout n'a-t-il pas été dit sur la question de la richesse et sur la question de la mesure de cette richesse? Eh bien, c'est une question qui reste d'une actualité intense si on accepte l'actualité sous l'angle d'une décennie ou de 2 décennies. Nicolas Sarkozy, comme vous le savez ou pas, en 2008, a nommé une commission très labellisée, hein, labellisée avec des prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, qu'on dit rapidement souvent par fainéantise, ce qu'on appelle les prix Nobel d'économie, et il a nommé cette commission pour précisément s'intéresser à la mesure de la performance économique et du progrès social. Donc de toute évidence, pour que 25 grands spécialistes des questions économiques, en particulier Joseph Stiglitz ou Amartya Sen ou encore Jean-Paul Fitoussi en France, s'intéressent et acceptent pendant 18 mois de plancher sur la question de la mesure de la performance économique et du progrès social, c'est bien qu'il y avait sans doute quelque chose autour de cette question qui se reposait à nouveau frais au XXIe siècle. Deuxième élément, en France, si je conserve ce périmètre national, mais en fait on voit des événements de cet ordre-là un petit peu partout dans le monde. En France, Eva Sas, qui était une députée Europe Écologie Les Verts, a proposé une loi pour une prise en compte de nouveaux indicateurs de richesse. En 2014, sa loi n'a pas abouti en 2014, mais elle l'a représentée en 2015, et cette fois-ci elle a abouti. Donc il y a en France une loi visant à prendre en compte de nouveaux indicateurs de richesse, à la fois dans les débats parlementaires et en particulier au moment de la loi de finances de l'automne. Et cette loi a été prolongée par une proposition du sénateur Montaugé en 2018. Donc il y a des choses au niveau politique, disons, qui essayent d'élargir un peu le spectre, le champ de ce qui compte en quelque sorte, si je reprends un peu la rhétorique des citations du départ. Et puis, dernier point, mais en lien avec cette loi Eva Sas, France Stratégie, qui est une organisation qui est affiliée au Premier ministre, a proposé 10 indicateurs qui visaient à dépasser la croissance, hein, ce que l'Union européenne appelle Beyond GDP, au-delà de la croissance, des indicateurs pour qualifier, en fait, pour quantifier la qualité de la croissance à partir d'un projet qui a été fait un peu en chambre autour de cet organisme France Stratégie, mais qui a quand même connu ensuite un petit processus, peut-être pas totalement démocratique, on pourra en discuter, en tout cas sur lequel nous avons été assez critiques dans le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, mais en tout cas quelque chose qui a donné lieu à une résolution du Conseil économique, social et environnemental pour laisser entendre que organiser la vie politique autour d'autre chose que simplement la croissance et le PIB ne serait pas tout à fait inutile. Donc voilà, j'en dis pas plus pour cette question d'actualité, mais c'est juste pour dire que voilà, cette question se repose à grands frais et je vais essayer de réfléchir avec vous sur les raisons pour lesquelles elle se repose et sur évidemment les raisons aussi pour lesquelles il s'agit toujours de remplacer un indicateur par d'autres indicateurs. Donc les enjeux de l'évaluation au niveau macroéconomique, pourquoi cette question a émergé, pourquoi est-ce que en 2008 Sarkozy s'est posé la question, alors bon, je ne peux pas faire une introspection dans la psychologie d'un président de la République, mais en tout cas, au niveau des économistes, il me semble que la question a émergé pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que le PIB, il est devenu en moins de 3-4 décennies vraiment une convention sociopolitique et vraiment totalement universelle de notre manière de nous représenter les richesses. PIB, produit intérieur brut, qui mesure tout ce qui transite sur une année donnée par les unités économiques, c'est-à-dire les entreprises, et aussi par une évaluation des dépenses des services
publics. Donc les services publics, depuis 1977, produisent une richesse au sens du PIB. Parfois, on tend à l'oublier. Et donc, c'est une convention universelle, puisque évidemment, spontanément, il est très facile de se dire je vais comparer la richesse d'un pays à un autre ou d'un territoire par rapport à un autre à partir de son PIB ou de son PIB évidemment rapporté aux habitants. Et c'est une convention puisque on peut montrer historiquement, je ne vais pas le faire ici par manque de temps et puis peut-être parce que ces choses sont assez connues, toute l'histoire du PIB contemporaine depuis la mise en place des systèmes de comptabilité nationale en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, sont une histoire un peu de modification finalement de ces comptes. J'ai esquissé l'idée que par exemple en 1977 on a ajouté au périmètre du PIB l'ensemble des services rendus par les administrations publiques. C'est bien l'expression d'une certaine forme de convention, à la fois convention sociopolitique et à la fois convention aussi sociotechnique, où je pourrais ajouter le fait que depuis les années 2010, on ait ajouté dans le périmètre du PIB les drogues illicites qui appartiennent au périmètre des richesses qui sont donc dignes d'être comptées à l'intérieur du PIB. La prostitution, pas encore, mais il y a une recommandation de l'Union européenne en ce sens, et l'ensemble des pays de l'Union européenne, presque sauf la France, se sont exécutés. Donc, convention est à la fois universelle, et donc elle est, d'une certaine manière, elle est presque inscrite, elle est presque devenue une institution en quelque sorte, comparable un peu à une règle de droit, puisqu'elle est devenue un petit peu à la fois le moyen et la fin, le PIB et la croissance. Et comme vous le savez, la croissance économique, je prends un peu l'un pour l'autre, mais la croissance économique, c'est la variation du PIB en volume, donc il y a un lien fonctionnel entre les deux, mais évidemment la notion de PIB en volume est une question essentielle, je pense que je vais y revenir ultérieurement. Le PIB et la croissance économique ont fait l'objet de critiques et de propositions alternatives depuis que le PIB a été inventé par Simon Kuznets, même avant 1945, qui s'interrogeait sur le fait qu'il puisse être une approximation, un proxy, comme disent les statisticiens, du bien-être social ou individuel. Et donc depuis toutes ces décennies, vraiment, on observe, on peut analyser, on a collecté, même dans un ouvrage qu'on a publié avec Jean Gadret, un petit peu l'ensemble à la fois de ces critiques et des propositions alternatives. Par exemple, en 1972, Tobin et Nordhaus aussi, qui deviendront ultérieurement des prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, ont proposé des indicateurs dits de bien-être soutenable pour mieux tenir compte à la fois, alors à l'époque, les années 70, à la fois des questions liées aux coûts liés à l'urbanisation, donc les coûts du commuting par exemple, ou bien encore les coûts liés à l'écologie, et puis ils suggéraient qu'on puisse tenir compte à l'intérieur de cet indicateur, par exemple, d'activités qui sont ignorées par le PIB, comme l'activité domestique, qui représente, selon les estimations, entre 30 et 70% de ce PIB, mais qui n'intègrent pas les comptes parce qu'elles sont considérées comme non monétaires, elles sont non monétaires et non marchandes. Parmi les critiques autour du PIB et de la croissance, il y en a quand même une qui m'a pas mal animée ces dernières années. C'est pas la critique externe, c'est-à-dire l'usage qu'on fait du PIB comme indicateur ou comme finalité du bien-être dans une société qui devrait sans doute s'intéresser davantage aux questions écologiques et qui donc interroge aussi la question de la compatibilité entre écologie et croissance. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans le débat et très exploré, mais peut-être d'une manière plus fine, il y a quand même aussi un certain nombre de critiques internes qui portent sur le PIB et la croissance et qui sont finalement les critiques par lesquelles moi je suis entrée dans la question de la critique du PIB. Et parmi ces critiques internes, il y a cette idée qu'aujourd'hui on est dans des sociétés qui sont, on a tendance à l'oublier, qu'on appelle des vieilles économies industrielles, mais qui sont des sociétés qui sont dominées par les activités de services.
et quand je dis dominé par les activités de service, j'ose à peine rappeler les chiffres, mais bon, parfois il faut les rappeler. 80% de l'emploi, ce sont des activités de service et 75% du PIB, donc de la richesse produite, sont des richesses produites par des activités de service. Autrement dit, ce à quoi nous sommes occupés de manière très majoritaire dans nos sociétés contemporaines et occidentales consiste plus du tout à produire des biens, mais à être occupé, à animer, à soigner, à accompagner, à produire des connaissances, à transporter, à prendre soin, etc., etc. Et ça, c'est une transformation mentale, en particulier du point de vue des performances, qui a eu tendance à être un peu oubliée. On a souvent, par homologie, voulu faire d'un système dominé par les services, le rendre performant au sens industriel, au risque parfois de contre-performance, pour reprendre le terme utilisé par Illich. Et donc la critique interne, elle est un petit peu autour de cela. Ça, c'est un graphique que l'on retrouve assez souvent et qui porte sur les gains annuels moyens de productivité. Donc ce qui est assez spectaculaire depuis les années 50, c'est que, alors que pendant les 30 glorieuses, ce sont des choses bien connues, bien sûr, on avait une croissance économique au moins à 5%, alors évidemment je laisse de côté ce qui est en train de se passer ici, mais au moins à 5%, ou en moyenne à 5,2 ou 5,3% sur les 30 glorieuses, et puis sur la période 75-85 plutôt 3%, et puis sur la période 86-2002 bien sûr, les bornes sont discutables, plutôt 2%, et puis sur la période 2003-2014, plutôt 0,7%, et on le voit, finalement, il y a une réduction, non pas de la productivité, mais des gains de productivité, et qui sont évidemment en complète alignement, liaison avec la réduction de la croissance économique, hein, qui n'est plus du tout dans les ordres de grandeur qu'on a connus après-guerre, bien qu'on cherche toujours à retrouver une forme de croissance. Et donc, il y a quand même cette idée qui court, selon laquelle, là je vous ai rajouté, je vous ai projeté sur l'axe de droite, l'axe des ordonnées, mais de droite, la progression des services dans l'emploi. Il y a une sorte, voilà, de concomitance à la fois de la progression des services dans l'économie et puis en même temps d'un ralentissement des gains de productivité qui a pu conduire un certain nombre d'économistes à laisser entendre que ce seraient les activités de services qui plomberaient finalement la croissance, alors même qu'ils représentent encore une fois 75% de ce que nous produisons, tandis que d'autres économistes, et je vais y revenir dans la partie sur les performances, bonsoir, eh bien, s'interroge sur le fait que peut-être la productivité peut être un concept à rendement décroissant, c'est pour un petit peu filer la métaphore, un concept à rendement décroissant puisque, comme vous le savez, la productivité rapporte au numérateur, ou les gains de productivité rapportent au numérateur une variation de ce qu'on produit, et au dénominateur l'input, les facteurs pour le produire, et le volume de biens industriels, on voit bien ce que c'est, volume de voitures, volume de cure-dents, volume d'ordinateurs à peu près, mais un volume d'activité de santé, un volume d'activité d'aide à domicile, un volume d'activité en EHPAD, un volume d'activité de santé, c'est beaucoup plus complexe. Et or, ça représente, encore une fois, des montants absolument fantastiques. Et donc, il y a vraiment cette réflexion autour de cette concomitance entre explosion des activités de service, hein, qui ne se ralentit pas, et la réduction de la croissance ou le ralentissement des gains de productivité. Donc voilà pour les questions un petit peu en matière de critique interne sur lesquelles je vais revenir dans ma deuxième partie, bien sûr. Et je voudrais maintenant revenir un petit peu à mes moutons sur pourquoi cette centralité autour du PIB et de la croissance encore aujourd'hui, malgré un certain nombre de critiques qui l'ont entouré, critiques autour de l'écologie, critiques autour de la difficulté à la redistribution, etc., etc. Et cette centralité autour du PIB et de la croissance, sans doute, on pourrait réfléchir en termes d'inertie des institutions. Sans doute, on pourrait mettre en avant des explications qui tournent autour peut-être d'intérêts économiques. On y reviendra sans doute dans le débat. Moi, je voudrais un peu insister sur une question qui m'anime et qui aussi est liée au milieu dans lequel
je suis immergée en permanence, c'est le régime des idées, en particulier le régime des idées des économistes, qui joue un rôle, de mon point de vue, vraiment prépondérant pour expliquer la raison pour laquelle le PIB et la croissance économique demeurent très centraux dans la manière de nous représenter les richesses. Alors, la première d'entre elles, c'est ce fameux effet du ruissellement, cette idée selon laquelle il faut d'abord produire des richesses et laisser l'élite, d'une certaine manière, les produire de manière la plus libérée possible, de telle sorte qu'ensuite ces richesses soient distribuées avec cette métaphore du ruissellement qui rend davantage compte d'une loi physique que d'une loi ou de phénomènes sociaux, selon laquelle donc voilà, ces richesses seraient redistribuées. Parfois, on le pense mécaniquement, alors même que Joseph Stiglitz lui-même, au moment de la mise en place de la commission, que j'évoquais tout à l'heure, mise en place par Sarkozy, expliquait bien que aux États-Unis, mais c'est la même chose en France, et Piketty l'a bien montré aussi dans ses travaux, on peut avoir de la croissance économique qui ne profite qu'aux 10% les plus riches et qui ne profite pas à aucun des déciles inférieurs aux 10% les plus riches. Il y a des périodes où c'est possible, et donc le ruissellement n'est pas une loi physique. Il l'est certainement en matière de flux de liquide, mais il ne l'est pas du tout en matière sociale, et donc il faut penser les institutions, les systèmes de protection qui les accompagnent, et eux, évidemment, nécessitent un certain nombre de mise en place et de volonté politique pour le faire. Donc le ruissellement n'est pas mécanique et ne l'a jamais été. La croissance endogène est quelque chose aussi qui est arrivé à un moment très intéressant dans l'histoire de la croissance dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de croissance endogène ? En fait, c'est une théorie qui a émergé dans les années 1980, alors que jusque-là, la plupart des économistes faisaient leur le modèle, disons, qu'on appelle le modèle de Solow, dans lequel, en gros, la croissance économique s'essoufflerait parce qu'il y aurait des rendements décroissants des facteurs de production. Travail, capital, c'était ça un peu le modèle de base. Et il ne pourrait y avoir de croissance économique maintenue, soutenue, que si il y avait du progrès technique. Et donc, les économistes ont toujours apporté beaucoup d'importance au progrès technique comme source de la croissance économique. Mais dans le modèle de Solow avant 1980, ce progrès technique était considéré comme exogène au système, c'est-à-dire qu'il pouvait arriver par volonté, par invention. Il y avait des grands inventeurs qui, à un moment, de manière totalement exogène au système, proposaient des innovations, des inventions qui permettaient, par exemple, le moteur, la roue, etc., qui permettaient une forme de dynamique économique et qui, surtout, permettaient de compenser les rendements décroissants des facteurs de production. Et puis, au début des années 80, apparaît le phénomène ou la théorie, je devrais dire, le cadre théorique de croissance endogène qui, au fond, est assez simple à comprendre. On peut même se demander pourquoi les économistes ne l'avaient pas pensé avant dans leur système un petit peu hors sol. L'idée selon laquelle, une fois qu'on a de la croissance économique, en fait, il suffit de cibler le capital humain, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est-à-dire de cibler la formation, l'éducation, et cette formation, cette éducation, ce qu'ils appellent le capital humain, va permettre des innovations qui, en retour, vont permettre de la croissance économique, qui, en retour, vont permettre du capital humain, qui, en retour, vont permettre des innovations, etc. Et nourrir ainsi un cycle sans fin de croissance économique. Et donc, au moment, en 1980, quand même le début des contestations autour des limites planétaires de la croissance économique, on voit apparaître, et de manière complètement dominante, dans les théories économiques. Macroéconomiquement, c'est la théorie dominante, macroéconomiquement. La théorie de la croissance endogène, qui est d'ailleurs portée par quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Philippe Aguillon, qui est professeur au Collège de France, et qui laisse entendre qu'il suffit d'avoir du progrès technique, et il suffit d'innover, et il suffit de mettre le paquet sur le capital humain pour entretenir cette boucle de croissance illimitée. Et donc, la théorie de la croissance endogène a vraiment eu une importance capitale, me semble-t-il,
autour de cette centralité, autour du PIB et de la croissance comme finalité des sociétés. Troisième élément, et ça va de pair, et là je sens la discussion possible avec un tel public, c'est la croyance illimitée des économistes pour les progrès techniques. Pour les économistes, le progrès technique est l'alpha et l'oméga, à tel point d'ailleurs qu'ils ont baptisé tout changement technique un progrès technique. Dans tous les modèles, le changement technique est toujours considéré du point de vue d'un progrès. Et jamais il n'y a d'interrogation autour des externalités, ou appelons-les comme on veut, ou même des échecs possibles, ou bien des dégâts que peuvent poser un certain nombre de transformations techniques ou sociotechniques dans les organisations et au niveau mondial. Et sans rentrer non plus trop dans les affaires techniques, la croyance forte dans le progrès technique et la boucle de croissance endogène que j'ai expliqué très très rapidement juste avant, eh bien, met d'emblée les économistes autour de ce qu'on appelle la soutenabilité faible, cette idée selon laquelle on n'a pas besoin de viser des réductions nettes d'émissions de gaz à effet de serre ou d'empreinte carbone, etc., puisque de toute façon le progrès technique va permettre de compenser les éventuels dégâts écologiques que l'on rencontre aujourd'hui. Et la perspective de la soutenabilité faible en matière écologique, c'est l'idée selon laquelle ce que l'on appelle les capitaux, capital économique, social et naturel, sont totalement substituables l'un à l'autre. Et c'est le progrès technique, d'une certaine manière, qui permet la liaison, qui permet la fluidification de cette substituabilité des capitaux entre eux. Et donc, on est dans un régime des idées portés par les économistes qui, en tant qu'experts, tiennent le haut du pavé dans l'ensemble des sciences sociales et même d'ailleurs dans l'ensemble des sciences tout court, ils sont quand même les plus proches du prince, eh bien, il y a vraiment dans ce régime des idées, encore très prégnant, même si c'est discuté aujourd'hui en toile de fond, l'idée du ruissellement. Deuxièmement, la croissance endogène, là c'est pas en toile de fond et c'est pas discuté, c'est majeur. Et derrière, l'idée que la soutenabilité faible nous permettra de sortir de toutes les ornières dans lesquelles on est. Et puis, à côté de cette centralité autour du PIB et de la croissance, il faut que j'ajoute quelque chose qui est là moins lié au régime des idées, encore qu'il y a un lien entre le régime des idées et la quantophrénie galopante dans laquelle nous sommes. C'est le fait que les sociétés, encore une fois occidentales, je suis quand même très occidentalo-centrée dans mon propos, je le sais, eh bien, nous sommes dans des sociétés qui sont gagnées vraiment par la puissance symbolique et sociale du chiffre, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles il est très compliqué d'argumenter différemment avec d'autres types d'arguments que l'argument chiffré. Et que souvent, il vient supplanter toute autre forme de qualification des situations dans lesquelles on est, et il vient au fond clore le débat. On l'a vu, il y avait une publicité, alors évidemment c'est toujours délicat d'évoquer cette question, mais quand même une publicité autour qui parut sur les réseaux et même à la télé autour de la vaccination et qui disait mais on peut discuter de tout sauf des chiffres. Ce qui est tout à fait intéressant lorsqu'on sait à quel point les chiffres sont des constructions sociales. Alors, qu'en termes de vaccination, on dise en matière de vaccination, on peut discuter peut-être de tout sauf des chiffres. Je n'ai pas la capacité, moi, je ne suis pas dans le sanitaire et je ne travaille pas sur la construction sociale des chiffres dans le sanitaire, donc je n'aurai pas d'outrecuidance pour évoquer cette question-là. Mais de l'évoquer comme une perspective universelle, alors que les chiffres sont des conventions sociopolitiques, ça pose un certain nombre de problèmes, évidemment, sur lesquels, finalement, nos sociétés sont peu armées. Et elles le sont sans doute de moins en moins du fait du rôle joué par les réseaux sociaux et puis par la fin finalement d'un certain nombre d'organisations qui jouaient jusqu'ici le rôle de producteurs un peu officiels, institutionnels dans la production de statistiques, même si elles-mêmes sont gagnées aussi par des controverses sur lesquelles je pourrais revenir. Et voilà, donc on a à la fois une centralité autour du PIB et de la croissance. On est dans des sociétés qui sont gagnées par ce que j'appelle donc la quantophrénie, c'est la maladie du chiffre en fait, la maladie de la quantification. Et moi-même d'ailleurs, je suis prise un peu en tenaille, je suis presque un peu schizophrène sur cette question-là. Vous allez sans doute l'identifier plus tard. Et en même temps, les indicateurs sont vraiment des cadres représentatifs et interprétatifs. Je le disais tout à l'heure, les chiffres, ils fabriquent la réalité
réalité d'une certaine manière. Donc quand par exemple Amartya Sen dans la commission Stiglitz que j'évoquais tout à l'heure dit « nous sommes en train de réfléchir au monde que nous voulons », il avait raison. Si la Commission avait produit d'autres indicateurs alternatifs de mesure de la performance économique et du progrès social, et si ces indicateurs venaient à devenir des outils de pilotage des politiques publiques et même des outils de reformatage un petit peu de nos représentations sur ce que sont les richesses et le progrès social, oui, alors ils sont des cadres interprétatifs et représentatifs du monde que nous voulons. Alors la question se pose à propos de la commission Stiglitz, comment une commission de 25 personnes, très labellisées très certainement, mais dans lesquelles il n'y avait que 2 femmes, tous de plus de 60 ans, tous plutôt d'ethnie blanche, peuvent réfléchir au monde que nous voulons sans s'ouvrir à aucun débat, en travaillant essentiellement à huis clos, puisque nous avions bataillé là-dessus. Et donc, comme les indicateurs sont des cadres représentatifs et interprétatifs, se pose la question de qui compte. Et il y a une députée néo-zélandaise qui s'appelle Marilyn Waring, qui dans les années 80 avait justement écrit un ouvrage sur Who is counting? Who is counting? Moi j'adore cette phrase, j'adore cette petite phrase de 2 mots ou 3 mots, qui compte, en français 2 mots, parce qu'il a 2 éléments en son sein. C'est qui est digne d'être compté. Alors elle était féministe à vrai dire, donc elle disait l'activité domestique elle compte pour 0 dans le PIB, alors que ça représente au moins autant d'heures que l'activité salariée, 0 dans le PIB, ça vaut rien. Or elle est encore faite aux 2/3 par les femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut la mettre dans le périmètre du PIB? C'est autre chose, mais à partir du moment où on considère que le PIB est le seul indicateur qui évalue les richesses et le bien-être des sociétés, là ça commence à poser des questions un peu externes autour des usages que l'on fait de ces indicateurs. Donc qui est digne d'être compté et aussi qui est aux manettes des comptes? Qui compte? Qui compte ce qui compte? Et si on n'a pas la possibilité au XXIe siècle de remettre sur la table des questions aussi essentielles que ça, si on considère que qui compte est une question d'hétéronomie, c'est-à-dire qui nous échappe, nous, en tant que cadres, chercheurs, citoyens, eh bien, de toute évidence, certains intérêts, en tout cas, gagneront au détriment d'autres et sans doute pas pour l'intérêt général. Alors, on s'est intéressé, nous, dans un certain nombre d'ouvrages, à cette question d'une manière un peu systématique, voilà, pour dire qu'il y avait plusieurs modalités pour réfléchir à la question de qui compte. Et donc, on a, là je peux dire G d'une certaine manière, j'ai identifié dans qui décide ce qui compte, trois mondes un petit peu trois mondes. Parmi le premier monde, c'est plutôt le monde des experts en fait, qui a sa légitimité scientifique. Et le monde des experts compte. Alors on peut le mettre au sens très large, je ne veux pas donner de qui fait partie du monde des experts, pas des experts, c'est une question très très discutée. Mais le travail des experts, il est utile, bien évidemment, je ne jetterai jamais le bébé avec l'eau du bain. Il faut que les experts donnent leur expertise et mettent leur expertise au service de l'intérêt général. Et les experts mobilisent leur champ sémantique. Ils mobilisent un outillage et leur propre représentation. Je vous donne juste une petite anecdote parce que ça va parler pour soi. On m'a commandé un indicateur de santé sociale pour la région Nord-Pas-de-Calais il y a une douzaine d'années de cela. Et cet indicateur de santé sociale, à un moment, je me suis rendu compte à quel point j'y mettais mes propres valeurs dans la production de cet indicateur, qui était en fait la construction d'un indicateur composite à partir d'un portefeuille de données. Et donc, j'ai arrêté l'exercice et j'ai dit, il faut que nous produisions un travail partenarial. Et il faut le faire, il faut inventer d'autres formes pour que je n'y laisse pas mes propres valeurs à l'intérieur, ou en tout cas que j'essaye de mettre à distance autant que faire se peut, de mes propres valeurs, puisqu'il s'agit d'évaluer, donc mettre de la valeur sur ce qui apparaît comme étant la santé sociale ou bien, pourquoi pas, la santé économique. Et parmi les experts, ceux qui mobilisent leur champ sémantique, leur outillage et leur représentation, il y a surtout les économistes, sur les questions de ce qui compte, puisque l'économie est devenue, depuis Malthus, la science de la mesure, d'une certaine manière, la science de la mesure de ce qui est de la chose humaine. Et donc, voilà, ça a été le problème de la commission Stiglitz et des travaux de la plupart des organisations internationales qui se limitent et qui souhaitent travailler avec leur langage, et le langage des économistes, c'est le langage de la monnaie. Et le problème de l'usage de la monnaie sur des champs qui jusqu'ici échappaient à la question de la monnaie, par exemple le non-marchand dans l'activité domestique, ou plus encore la nature, faut-il donner un prix à la nature? Ce sont des questions qui traversent vraiment tout le champ écologique, faut-il donner un prix à la nature?
Eh bien, c'est une question à laquelle les économistes répondent systématiquement par la réponse oui. Parce que c'est leur langage, et c'est le langage avec lequel ils travaillent. Et donc, pour eux, il faut le faire. Mais le problème, c'est que quand on utilise la monnaie comme langage pour, par exemple, donner un prix à la nature, eh bien, précisément, la monnaie n'est pas neutre. La monnaie, elle fonctionne comme un équivalent fonctionnel, c'est-à-dire que vous donnez un prix et vous pouvez substituer une chose contre une autre. 3 carottes valent une demi-heure d'aide à domicile qui vaut une demi-baleine, etc., etc. Enfin, voilà, je tords le bâton dans un sens, mais pour que vous compreniez bien. Et donc, c'est une unité qui fonctionne comme un équivalent fonctionnel universel et qui met tout sur la même aune, alors même que ces questions sont très complexes, et qui pose un certain nombre de questions, en particulier lorsqu'on ne souhaite pas que les choses soient substituables l'une pour l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai plus de croissance économique que je vais régler la question des dégâts écologiques, à moins que je sois un forcené croyant dans le changement technique comme inévitablement un progrès technique, et ça renvoie à ce que je disais antérieurement. Il y a un deuxième monde, et il y en aura un troisième entre les deux, qui est le monde des individus. Alors le monde des individus, il est beaucoup mobilisé aujourd'hui et il est très aligné aussi avec les économistes, parce que les économistes, leur grand cadre théorique, c'est celui de l'individualisme méthodologique. Je vous donnerai mon PowerPoint, hein, il est pour vous, donc voilà, pas de souci. Et donc faire participer les individus est devenu un peu le maître mot. C'est la raison pour laquelle les sondages se multiplient, pas seulement au moment des préélections, mais vraiment ils se multiplient partout, par exemple pour sonder les individus sur leur niveau de bonheur. Alors la question de la mesure du bonheur, elle n'est pas inintéressante, hein, et vraiment ça nourrit des tas de travaux très labellisés dans le monde, mais quand on mesure le bonheur, en tout cas par les modalités occidentales, on vient interroger les individus en leur demandant, très basiquement, de manière générale, sur une échelle de 0 à 10, diriez-vous que vous êtes satisfait de votre vie? On demande ça à chaque individu, qui donc se octroie une note de 0 à 10, et ensuite on fait la moyenne de l'ensemble de ces notes, et on va considérer que la moyenne de ces notes, ça constitue le niveau de bonheur moyen. Donc vous voyez à quel point on considère finalement, et c'est vraiment un implicite des économistes, que la société est une somme d'individus. Et une somme d'individus qui n'interagissent pas les uns avec les autres, puisque d'une certaine manière, mon bonheur n'est lié qu'à ma perception de ma propre satisfaction au moment où je suis interrogée, en tout cas dans cette métrique telle qu'elle est mobilisée. Et surtout, elle considère les individus comme révélant un stock de préférence qui est déjà là. Voilà, les individus sont là, ils révèlent leur stock de préférence au moment où on les interroge. D'ailleurs, on utilise ce type d'enquête dans bien d'autres cas, y compris pour donner un prix à la nature. On dit aux gens combien êtes-vous prêts à recevoir en contrepartie qu'il n'y ait plus d'abeilles? Combien êtes-vous prêts à payer en contrepartie qu'on mette une centrale nucléaire au fond de votre jardin? Enfin, voilà. Mais ce sont des questions comme ça qui sont posées, et la somme de toutes ces réponses donnera un prix à la nature. C'est ce qu'on appelle le consentement à payer, le consentement à recevoir, et ça s'appelle la méthode d'évaluation contingente. C'est la seule méthode qui permet de donner un prix à la nature. On l'oublie, mais c'est ça. Et cette méthode, elle repose donc sur... Et évidemment, il y a des zéros de contestation. Il y a quand même toujours des gens comme moi qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas mettre un prix à la disparition des baleines. » Et donc, l'intérêt de ces méthodes dites techniques et soi-disant purement techniques, c'est que si un individu refuse de répondre, on prend le suivant. Et donc les zéros de contestation sont ignorés finalement, et ça c'est à la fois l'intérêt et le problème de l'échantillonnage. Et donc voilà, et j'ajoute un point qui me permettra d'arriver à mon troisième monde, c'est que les individus, lorsqu'on considère que la somme des bonheurs individuels fait le bonheur collectif, la question se pose de savoir si... le bonheur, bon d'abord le bonheur est une chose sans doute trop importante pour être laissée entre les mains des économistes, comme dit Philippe Frémaux, donc ça c'est un premier point, mais surtout, est-ce qu'il ne faut pas, lorsque les choses sont complexes, lorsque les choses sont de l'ordre de l'incertitude radicale, est-ce qu'il ne faut pas se mettre d'accord sur le fait qu'il faut renoncer à une forme de satisfaction individuelle spontanée pour permettre de protéger des biens communs qui peuvent
peuvent être la capacité à vivre ensemble, qui peuvent être aussi la question écologique, par exemple. Et donc, c'est là où j'en viens à un troisième monde qui est évidemment un peu plus disqualifié scientifiquement, bien que en matière de convention citoyenne pour le climat, les politistes l'aient beaucoup mis en avant, et il me semble que c'est une sorte de, comme dit Gaël Giraud, de miracle démocratique, cette convention citoyenne pour le climat, mais c'est aussi ce que nous avions essayé de faire il y a une dizaine d'années avec l'élaboration d'indicateurs de santé sociale en région, c'est-à-dire se dire que, au fond, sur ces questions de richesse, je peux même utiliser le terme de richesse au sens large, qui comprend le bien-être, le développement durable, peut-être les questions de satisfaction, etc., eh bien, nous ne pouvons fonctionner que sur des conventions qui sont partagées à un moment du temps. Et il faut construire ces conventions partagées avec des citoyens qui sont conscients à la fois de leurs droits et de leurs devoirs. C'est-à-dire non pas qu'ils vont révéler leurs préférences individuelles à un moment du temps, mais qui vont accepter de confronter un peu leur point de vue avec d'autres qui peuvent avoir aussi des bons arguments. Moi, sur un certain nombre de points, par exemple, je n'ai pas de point de vue, en fait. Et j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin d'être dans des interdépendances pour pouvoir construire une sorte d'intelligence collective. Bon, c'est des choses qu'on connaît bien, mais qui évidemment valent aussi, et valent sans doute encore plus, a fortiori sur la question de qui décide ce qui compte. Alors il y a eu des tas d'initiatives au niveau macroéconomique qui ont introduit précisément ce qu'on pourrait appeler des indicateurs alternatifs, et qui visent à tenir compte de questions de la qualité, du prendre soin, du vivre ensemble dans un environnement, si possible, plus sain que celui que nous proposent nos sociétés actuelles. Et évidemment, ce qu'on essaye de débusquer à chaque fois dans les indicateurs dits alternatifs ou complémentaires au PIB ou à la croissance, c'est essayer de comprendre les conventions sociopolitiques qui sont un peu implicites à ces mesures ou à ces métriques ou à ces évaluations alternatives. Et ce qui est très intéressant, et ça on en a rendu compte aussi dans un autre ouvrage qui s'appelle « Les nouveaux indicateurs de richesse », c'est que ces initiatives, elles émergent vraiment à toute échelle et dans tout domaine, d'ailleurs avec tout type de modalités, monde de l'expert, monde de l'individu et monde citoyen. Elles émergent à toutes échelles et elles sont quand même toujours un champ de lutte. La preuve en est, c'est qu'on n'a jamais autant vu les organisations internationales proposer de nouveaux indicateurs aujourd'hui. Des indicateurs comme l'épargne nette ajustée, comme l'index of Inclusive Wealth Index, donc l'indice de richesse dite inclusive, les indicateurs du mieux vivre de l'OCDE. On sent que là, il y a un champ de lutte où chacun essaye de faire sa place. Et évidemment, on comprend bien que, j'allais dire, le vainqueur, si toutefois un jour il y en a un, le vainqueur est celui qui aura réussi à supplanter les autres, aura finalement fait valoir sa manière de compter ce qui compte comme cadre interprétatif et représentatif. Donc, je voulais juste vous donner quelques illustrations sur quelques indicateurs qui apparaissent un peu dans le débat. Et évidemment, j'ai sélectionné ceux qui fabriquent une forme de contraste. Et jamais je vous dirais les indicateurs officiels sont faux, c'est pas du tout ma modalité de registre. Moi, ma modalité de registre, c'est plutôt de dire que c'est toujours des conventions. Et que donc, qui est derrière les comptes est très important. À vrai dire, aujourd'hui, je travaille sur la mesure de l'inflation. Je travaille dessus déjà depuis plusieurs années. J'ai produit 2 ouvrages. Alors, comme l'inflation repart et que la question se pose du pouvoir d'achat, je suis beaucoup mobilisée sur ces questions par les médias, sans doute un petit peu trop. Mais sur la question de l'inflation, il n'y a pas d'indicateur qui soit plus l'objet de lutte que la mesure de l'inflation, qui est très controversée, qui a été controversée dans toute l'histoire. J'aurais pu, par exemple, vous présenter l'indicateur de la CGT qui, entre 1972 et 1992, donc pendant 20 ans, voilà, ça y est, j'ai bien compté, pendant 20 ans, a proposé un indicateur alternatif d'inflation, mesuré tous les mois, et qui était mobilisé partout où la Confédération était très puissante dans le monde du travail et qui permettait aux salariés de revendiquer des augmentations de salaire supérieures, puisque, comme tout indicateur, c'est un repère cognitif collectif pour, en particulier, là pour le coup pour l'inflation, les mobilisations autour de cela. Mais donc sur des indicateurs sur lesquels on n'attend pas un champ de lutte, si, c'est un champ de lutte, et donc sur d'autres indicateurs, c'est un peu plus évident. Donc par exemple, je vais prendre les inégalités, la pauvreté. Alors, j'aurais pu mettre un peu en pointillé parce qu'ici, il y a eu, sur ces années-là,
des modifications de convention de la mesure de la pauvreté en France. Donc ici, de ce côté-ci, j'ai construit rapidement un indice composite avec l'indicateur le plus utilisé dans les données officielles, qui est ce qu'on appelle D9 sur D1, c'est le salaire tel que 10% gagne plus sur le salaire tel que 10% gagne moins, ou bien la même chose avec le revenu disponible brut. Donc ça donne un peu un écart un peu élargi de déciles. Et puis le taux de pauvreté monétaire. Et pourquoi j'ai retenu cette période-là? Parce que je voudrais le comparer à un autre indicateur qui a été élaboré par un réseau d'alerte sur les inégalités, qui est un réseau qui était composé d'une quarantaine de membres et qui était assez insatisfait de l'idée selon laquelle la pauvreté et les inégalités baisseraient dans le temps. On a un peu une polémique comme ça aujourd'hui. Est-ce que pendant la pandémie, il y a eu 1 million de pauvres? On voit bien que là, entre l'INSEE et puis les organisations non gouvernementales et associations, il y a une lutte autour de cette question du chiffre. Et ce réseau d'alerte sur les inégalités a fabriqué ce chiffre en toute transparence. Toutes les données sont disponibles sur le site du réseau d'alerte sur les inégalités, BIP 40 pour baromètre inégalité pauvreté, et qui indiquait voilà, une trajectoire très différente. Et on voit bien que selon les lunettes que l'on chausse, ils sont partis de statistiques existantes, simplement ils ont construit un indicateur beaucoup plus multidimensionnel. Eh bien, on a une narration du monde tel qu'il va très différente. Dans un cas, on va dire les inégalités, les pauvretés ont plutôt progressé. Dans l'autre cas, on va dire les inégalités, les pauvretés ont se sont plutôt réduites. On a la même chose avec l'indicateur de santé sociale fabriqué par des Américains dans un institut qui a pignon sur rue à New York, qui est d'ailleurs même une université, s'appelle le Fordham Institute, et par les Miringoff. Et ils ont fabriqué un indicateur de santé sociale à partir d'une variété des grands problèmes socio-contemporains américains. Donc là, ici, c'est sur la base de 9 indicateurs. Et ils l'ont comparé, sans 1960, à la croissance économique, au PIB par tête et son évolution dans le temps. Et ce qui est très intéressant avec leur indicateur, qui évidemment n'est pas la santé sociale, mais une santé sociale élaborée par ce groupe de chercheurs, eh bien, c'est qu'en fait, on a une sorte de concomitance entre la croissance économique et la santé sociale jusqu'au milieu des années 70. Et un hiatus, c'est une sorte d'écartement entre les deux. Mais le plus intéressant, ce n'est pas vraiment l'écartement, c'est le fait que la santé sociale, au milieu des années 90, soit inférieure en niveau à celui des années 60 pour la situation américaine. Et les Miringoff ont toujours dit, si au moment des débats au Sénat américain, les politiques avaient les yeux un peu plus rivés sur la question de la santé sociale et pas simplement sur les indicateurs économiques et financiers, alors eh bien, à la fois ils mèneraient peut-être d'autres politiques et ce serait aussi des signaux d'alerte sur un certain nombre de crises qui ont pu traverser à la fois les États-Unis et le reste du monde par la suite. Autre indicateur, rien à voir, je vous demande de voyager dans votre imaginaire à partir des chiffres, c'est la distinction entre les émissions de gaz à effet de serre selon les lieux d'émission ou selon le niveau de consommation. Ce qu'on appelle parfois les empreintes, la différence entre les émissions et les empreintes. Donc les émissions de gaz, c'est ce qu'on produit à partir de là où on les émet. Et les empreintes, ou ce qu'on appelle aussi les émissions du niveau de consommation, c'est qu'on tient compte aussi des émissions de gaz qui ont été nécessaires pour atteindre notre niveau de consommation, y compris. Donc ce sont des émissions qu'on importe en quelque sorte, qu'on importe avec nos importations. Et là, c'est très très intéressant parce que vous voyez que si vous avez les yeux rivés sur les émissions de gaz à effet de serre, vous dites mais tout va bien Madame la Marquise, en gros pour la France en tout cas, de même que pour, voilà j'avais fait un petit peu ça, de même que pour le Royaume-Uni, on a une réduction depuis les années 80 des émissions de gaz à effet de serre, mais une bonne partie des réductions des émissions de gaz à effet de serre sont liées au fait qu'on exporte nos émissions et qu'ensuite elles sont réimportées dans nos niveaux de consommation. Donc là aussi, c'est une question éthique et politique de savoir veut-on regarder nos émissions en tant que producteurs ou veut-on regarder les niveaux de vie que nous avons et qui conduisent aussi un certain nombre de pays pauvres aujourd'hui à être émetteurs de gaz à effet de serre, mais pas pour eux, pour les niveaux de consommation que nous avons aujourd'hui. Et donc on voit tous les effets éthiques et politiques qu'il peut y avoir derrière cette petite distinction entre émissions de gaz
et empreinte. Et puis le dernier point, parce que voilà, c'est l'indicateur de santé sociale tel que nous l'avions construit en France, mais pour les régions françaises, mais je ne vais rien dire, sauf dire qu'il n'y a aucun lien entre le niveau de PIB dans les régions françaises et la santé sociale. Aucun lien. Voilà, ça fait un effet nuage de points, comme on l'appelle, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez aucune corrélation, aucune liaison, le R2, il est nul, et donc il n'y a pas de lien entre la richesse économique sur un territoire, au niveau des régions, mais au niveau des départements, on est en train de le montrer aussi aujourd'hui, et le fait qu'il y ait de la santé sociale sur un territoire, en France en tout cas, c'est ce que l'on montre dans nos travaux que nous sommes en train de poursuivre. J'en viens à mon deuxième temps, histoire qu'on puisse ensuite entrer dans le débat tous ensemble. Donc je durerai 1h15. Ça va, Michel, 1h15 ? C'était bon ? Bon, parfait. Alors, deuxième temps, mon temps sur l'enjeu de ces questions autour des richesses et des performances, finalement, pour les organisations. Même si évidemment je marche un peu plus sur des œufs parce que je ne suis encore une fois pas du tout une spécialiste de l'entreprise. Je laisse ça à mon avis à mon ami Olivier Favreau pour ce qui concerne l'économie institutionnaliste par exemple, ou bien actuelle que vous avez fait venir antérieurement. Mais je voudrais quand même revenir sur la question de l'évaluation parce que là encore je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain qui est toujours un petit peu ma ligne de taille. L'évaluation, finalement, dans un sens large, elle a toujours existé. C'est même ça, faire société. Faire société, c'est en permanence se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire est à peu près raccord avec ce qui est attendu de moi ? Eh bien, c'est ça, être en société. Accepter un peu des codes, accepter de se tenir correctement, accepter aussi de jauger dans le regard de l'autre si ça passe, en permanence. Quelles que soient les situations de vie, nous sommes dans des interdépendances et des vulnérabilités telles que nous sommes en permanence dans des formes d'évaluation. Et d'ailleurs, nous mettons de la valeur sur les actes que nous portons en permanence, des petites valeurs, des grandes valeurs, que sais-je. Donc l'évaluation a toujours existé. Mais aujourd'hui, ces modalités se sont profondément transformées. L'évaluation dans les organisations, et moi je suis en fait plus à l'aise avec la question de l'évaluation des politiques publiques, mais il y a des liens et de la porosité entre ce monde de l'entreprise et des politiques publiques, les modalités se sont profondément transformées. L'évaluation est devenue beaucoup plus hétéronome, c'est l'inverse de autonome, c'est-à-dire qu'elle s'impose plutôt aux gens, aux acteurs qui ne sont pas... voilà, ils sont plus... c'est plus eux qui portent les valeurs de l'évaluation. Hein. On leur impose des valeurs qui sont peut-être, qui fabriquent peut-être de formes de dissonance cognitive, hein, comme par exemple, au hasard, les salariés dans les EHPAD. Dissonance cognitive entre ce qui est attendu d'eux et puis ce qui est en train de se passer et qu'ils voient depuis longtemps. Elle est de plus en plus, l'évaluation institutionnalisée, standardisée, normée, je pourrais même dire mondialisée, en particulier en matière de politique publique, où finalement un certain nombre de codes, parfois arrivés de l'extérieur, s'imposent aux acteurs. Et pourtant, elle a toujours existé, ces modalités se sont transformées dans un environnement où l'imaginaire industrialiste résiste, c'est-à-dire... pour reprendre ce que je disais tout à l'heure à propos de l'évolution des services, ce qui est considéré comme performant aujourd'hui l'est toujours dans un sens très industriel. On est performant parce qu'on produit plus à ressources constantes, ou parce qu'on produit la même chose mais avec moins de ressources. Dans les services publics, c'est la même chose, c'est la même rhétorique qui est utilisée. Hein, alors même qu'il n'y a aucune interrogation qui est portée sur ce qui est produit. Et que précisément ce qui est produit pose des questions absolument redoutables dans les activités de service. Et donc, cet imaginaire industrialiste y résiste alors qu'on est dans cette activité où on fabrique de moins en moins de biens, mais où, je le disais tout à l'heure, ce à quoi on est occupé consiste à animer, à transférer des informations, etc. Alors on pourrait me dire, oh, mais vous exagérez un petit peu l'imaginaire industrialiste, est-ce que vous avez des indices? Alors j'en ai en fait des tonnes des indices. Je pourrais prendre l'exemple des aides à domicile auprès des personnes âgées dépendantes ou l'exemple de l'insertion par l'activité économique, mais je vais vous prendre un tout petit exemple pour vous montrer, alors là on n'est pas sur la performance, mais pour vous montrer à quel point l'imaginaire industrialiste résiste. Il s'avère que dans les années 2010, j'ai travaillé sur les services à la personne, le moment de la bascule de ce qu'on appelait
les services au ménage, et puis le bascule avec le plan Borloo des services à la personne. Et puis, le plan Borloo avait du mal à démarrer et donc ils ont fait une campagne publicitaire. C'est l'Agence nationale des services à la personne, financée par le public, qui a lancé une campagne publicitaire pour inciter les gens à consommer des services à la personne. Les services à la personne, ce sont à la fois l'aide à domicile auprès des personnes âgées dépendantes, la garde d'enfants, beaucoup le ménage auprès des particuliers, etc. etc. Et voilà ce que disait la campagne. Découvrez le produit, le seul produit qui entretient votre maison, qui change les couches de vos enfants et qui vous fait faire des économies, puisque vous pouviez, on peut toujours d'ailleurs avec le CESU réduire la moitié du coût total d'un service à domicile. Alors, iconographie des années 50, le produit, une sorte de boîte qui laisse entendre une sorte de rhétorique autour de la machine à laver, voilà une sorte d'économie d'échelle réalisée au sein du ménage. Et puis, le produit qui entretient votre maison, c'est pas monsieur propre, hein. C'est la femme de ménage qui va être ensuite recrutée. Donc il y a une sorte de négation déjà du salarié. On pourrait vous parler des heures du rapport social qu'il y a dans une activité de service qu'on ne retrouve pas dans une activité industrielle. Dans une activité industrielle, on a un rapport à un objet, à une chaîne de production, à des choses comme ça. Et dans une activité de service, c'est un rapport d'homme à homme, avec un grand H, si vous me le permettez. Et donc, et comme la première ne suffisait pas, deuxième iconographie, découvrez le produit qui lave vos vitres, qui remplit votre frigo et qui aide vos enfants à faire leurs devoirs, puisqu'évidemment les services à la personne, c'est devenu cette espèce d'ensemble hétéroclite d'activités. Et le troisième, le produit qui promène le chien, qui crée des emplois et qui réduit la solitude. Et ce produit, c'était le service à la personne. Et donc on voit bien à la fois la volonté du politique, déjà d'inciter les gens à consommer du service, et puis de cet imaginaire selon lequel on va pouvoir en consommer comme on a acheté des grille-pains pour équiper sa maison, etc., sans penser qu'il y a là un rapport salarial et une industrialisation de l'activité qui évidemment ne peut pas se penser ni dans sa performance comme les activités industrielles. Et donc, au fond, il nous faut penser, même si on n'est pas à l'aise avec les questions écologiques, en fait, en gros, il faut penser les enjeux d'une économie de la qualité. Parce que les activités de service, c'est ça. On ne cherche pas nécessairement à faire plus, à moins qu'il y ait vraiment des gens qui apprécient le service dégradé. Mais ce qu'il faut dans une société du XXIe siècle, et je suis un peu normative ce disant, je le sais bien, c'est qu'il faut penser l'économie de la qualité. D'ailleurs, ça rejoint les éléments de qualité de la croissance que j'évoquais en propos liminaire. Et donc, j'ai cette intuition, et peut-être manque d'humilité, de penser que l'objet économie de la qualité, puisque la qualité, elle peut être différente selon les uns et les autres, eh bien, elle nécessite d'être confrontée à la pluralité des points de vue. Nous avons des opinions, des grandeurs et des valeurs différentes. Et donc, ça nécessite impérativement, pour continuer à vivre ensemble, que ces opinions, ces grandeurs et ces valeurs soient confrontées les unes aux autres, à moins de fabriquer des sociétés de communautés qui ne sont plus en capacité de se parler les unes les autres, d'être confrontées aussi à une pluralité de temporalité, parce qu'on peut avoir une performance immédiate, mais au détriment d'une soutenabilité à plus long terme. Et quand je pense soutenabilité, c'est au sens très large, soutenabilité sociale, comme écologique, comme notre capacité à vivre ensemble dans le futur. Et puis, de ne pas confondre description et prescription, parce qu'évidemment, en matière de qualité, si vous donnez le point de vue, par exemple, que du producteur, si je reprends la qualité des produits, puisque sur la question de la mesure de l'inflation, c'est important, le producteur, lui, il ne veut pas seulement décrire la qualité de son produit ou des fonctionnalités de ses biens, il veut surtout vendre et donc il prescrit ce faisant, et donc il y a souvent une confusion entre tout ça. Et dans tous les cas, et c'est ce sur quoi je voudrais vraiment attirer l'attention, dans tous les cas, dans une économie de la qualité, et donc nous sommes dans des économies de services, donc inévitablement dans des économies de la qualité, ça engage des positions sur le bien, le bon, le juste. Et donc pour moi, c'est ça la définition du politique. C'est ça, c'est une position qu'on a, qui peut être individuelle ou collective, ça sera du politique quand elle sera collective, une position sur le bien, le bon, le juste et le désirable aussi. Le bien, le bon, le juste, le désirable. Et au fond, je trouve qu'avec l'événement des fossoyeurs et des EHPAD, c'est un exemple absolument éclatant d'une confusion qu'on a eue
des genres dans une économie de la qualité où on a voulu encore imposer des modèles à l'ancienne ou des modèles peut-être trop innovants, en tout cas des modèles qui montrent une dissonance très forte cognitive, étive, et puis et une fabrique de la maltraitance qui finalement vaut pour tout le monde, puisque mon idée, c'est quand même que les fossoyeurs, ça a beaucoup parlé parce que ça tapait quand même aussi les milieux les plus riches, puisque c'était plutôt les EHPAD de riches qui ont été épinglés. Donc ça, c'était mon premier point. Alors, j'en viens à mon deuxième point dans cette partie plus micro. Il y a aussi une grande transformation dans l'évaluation de l'action publique et qui a une incidence sur tous les champs d'activité dans lesquels l'action publique intervient. Donc beaucoup dans les champs où il y a de la délégation de services publics. C'est pour ça, comme moi je m'intéresse beaucoup à l'économie sociale et solidaire, elle est impactée par l'évaluation des politiques publiques, mais finalement, il y a très peu de secteurs d'activité économique qui échappent à la politique publique d'une certaine manière, soit qu'ils en profitent, soit qu'ils considèrent ça comme une contrainte. Donc l'évaluation des politiques publiques progresse elle aussi, comme l'évaluation tout court que j'évoquais. Elle progresse aussi en étant de plus en plus hétéronome, en étant de plus en plus mondialisée, standardisée, etc. Et elle progresse en légitimité, en volume et en nature. J'ai écrit un ouvrage dans lequel j'essaie d'expliquer pourquoi il y a une expansion de l'évaluation des politiques publiques. L'une des raisons en est que, au fond, une modalité de coordination, et c'est pas bisounours que de dire ça, parce que ça a fonctionné pendant des décennies, une manière de fonctionner, c'était de nous coordonner par la confiance. Et à partir du moment où on casse les chaînes de proximité et qu'on rajoute de la distance en créant en particulier des gros mastodontes dans les services publics, eh bien, la coordination par la confiance, elle finit par s'effriter et elle nécessite d'être supplantée par d'autres choses. Et ces gros dispositifs de mesure de la performance qui viennent finalement remplacer ces coordinations par la confiance, c'est une modalité de coordination, l'évaluation. Hein, mais voilà, il peut y en avoir d'autres. Et n'oublions pas que dans le passé, sans faire de nostalgie trop béate, il y en a eu également. L'évaluation des politiques publiques, ce que je montre dans cet ouvrage, c'est que l'évaluation, elle est totalement, je ne vais pas réutiliser pour la troisième fois le terme concomitant, mais j'ai bien envie, elle est arrivée vraiment simultanément à l'injonction de la réduction des dépenses publiques. Donc c'est au moment où on a voulu réduire les dépenses publiques qu'on s'est mis à dire donc il faut évaluer. Donc les deux sont arrivés de pair. Après, on peut se dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre, sans doute, mais voilà. Et donc vraiment avec cette volonté de trier dans les aides, dans les soutiens, dans ce qui va être considéré comme juste, comme désirable, etc., etc. Et au fond, ce qu'on voit aussi arriver dans le monde de l'évaluation des politiques publiques, c'est aussi cette idée qui est presque un syllogisme selon lequel un État, pour être moderne, doit se laisser évaluer. Et il doit se laisser évaluer par des méthodes dites rigoureuses, qui sont faites par des experts indépendants, mais c'est évidemment des économistes qui disent ça parce qu'ils voudraient bien être sur le marché de l'évaluation. Quand même, ça c'est un vrai enjeu. Et ce que disent, là je m'appuie sur un ouvrage qui s'intitule « État moderne, État efficace », pour évoquer un peu la logique ou le syllogisme dans lequel ils sont. En gros, ce que disent les auteurs, Ferrassi et Wasmer, ils disent qu'en l'état actuel des politiques publiques, celles-ci sont trop complexes, trop universelles, pour qu'on puisse en évaluer l'impact et l'efficacité. Voilà ce qu'ils disent. Et donc, et parce que c'est vrai, ils prennent l'exemple de la réduction de temps de travail, la RTT qui avait plusieurs objectifs à la fois. Une réduction du temps, une meilleure articulation des temps sociaux et des temps personnels, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y avait une pluralité d'objectifs. Donc ils considèrent, ces auteurs, ces économistes, que lorsque les politiques sont trop complexes, mais quelle politique publique peut ne pas être complexe aujourd'hui en matière écologique, en matière sociale, eh bien, si elles sont trop complexes, alors on aura des difficultés pour mesurer l'impact et l'efficacité de toute évidence, en tout cas par les méthodes sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui. Deuxième élément dans leur raisonnement, il faut impérativement, donc confère ce que je disais sur la quantophrénie, il faut impérativement une preuve chiffrée
de l'efficacité d'une politique publique. Donc il faut des chiffres, un chiffre, si possible même un seul, et en plus qu'on ait une preuve chiffrée d'une causalité entre les actes et les effets. Donc ils vont proposer un certain nombre de méthodes qui vont fonctionner sur ce qu'on appelle le contrefactuel. Et le golden standard aujourd'hui en économie, c'est ce qu'on appelle les expérimentations aléatoires contrôlées, qui s'inspirent très lourdement de la pharmacologie ou bien du médical, avec une population dite traitée et une population dite non traitée. C'est vraiment la terminologie, le langage qui est importé directement. Et surtout, et c'est là où vraiment, là, il y a une grande bascule de mon point de vue, c'est pour ça que je prends 2 minutes pour évoquer cette question-là, c'est que dans ce qu'ils promeuvent, et puis on le retrouve dans un autre ouvrage d'Antonin Potier qui s'intitule « Comment les économistes réchauffent la planète », selon eux, qui ne s'intéressent pas du tout à la question écologique, mais selon eux, seules les politiques publiques dont les impacts seront évaluables pourront être déployés. Donc vous voyez que là, il y a une sorte de bascule, c'est-à-dire il revient aux évaluateurs de légitimer les politiques publiques qui pourront être légitimes pour être menées. Et au fond, qu'est-ce qu'on voit se déployer ? Des petits programmes plutôt que des grandes politiques publiques. Alors je me posais la question, dans le monde de la défense, qu'est-ce que ça peut donner de travailler en contrefactuel ? Que se serait-il passé si on n'était pas allé au Mali ? J'ai entendu Emmanuel Macron dire ça ce matin, c'est très intéressant. Mais que se serait-il passé ? Voilà, on va faire un échantillon avec un groupe traité, un groupe pas traité. Donc on voit que sur les très très grandes questions, de toute façon, c'est absolument pas envisageable. Mais pourtant, ces auteurs considèrent que l'État moderne, pour qu'un État soit moderne, eh bien, il faut qu'il puisse à la fois accepter que les politiques publiques soient mesurables et que ne soient légitimes que les politiques publiques dont on pourra mesurer les effets. C'est pour ça aussi que se développe, par exemple, ce qu'on appelle la politique du nudge, des petits coups de pouce, ou que se déploient des politiques, des petits programmes, notamment dans les pays en développement, parce que pour l'instant, c'est les plus dociles sur ces questions-là, où on administre par exemple des moustiquaires et on voit l'impact que ça a sur leur propension à aller à l'école, ou bien qu'on administre des appareils photo pour voir si les enfants vont bien à l'école aussi, ou si le maître est bien là parce qu'on prend une photo tous les matins à l'école. Enfin, vous voyez aussi les questions déontologiques que ça peut poser. J'ai presque fini. Dans tous les cas, y compris quand on travaille en contrefactuel avec des expérimentations aléatoires contrôlées, dans tous les cas, toutes les modalités de réflexion, en tout cas les plus dominantes autour de la performance globale et même de l'évaluation de l'efficacité d'une politique publique, elles repartent de cette idée que, en gros, on a vraiment comme un schéma de performance d'entreprise. On a la production, ou l'activité, en fait, l'output plutôt l'activité, on a les facteurs de production pour produire, et puis, éventuellement, on peut distinguer, et ça, c'est des schémas qui ont été construits sur la base de la réflexion de ce que peut être la performance dans les activités de service, on a les effets de l'activité à plus long terme, c'est ça qu'on appelle les outcomes, par exemple, le soin aux malades et puis le fait que la population ait une espérance de vie à la naissance ou en bonne santé augmentée. Et puis toujours rapporté à ce qu'il faut pour le produire. Donc on a ainsi des indicateurs output sur input qui seront des indicateurs de productivité classique, des indicateurs d'output sur les coûts des inputs qu'on appellera plutôt de l'efficience, des indicateurs d'outcome ou de résultats sur les inputs qui seront plutôt des indicateurs dits d'efficacité. C'est tout cela qu'on appelle la performance globale. Et puis on voit arriver des indicateurs d'impact, puisque c'est devenu très très à la mode, les indicateurs d'impact. Alors je sais que normalement il y a quelqu'un dans la salle, enfin en tout cas à distance, qui travaille sur ces questions, mais des indicateurs d'impact qui sont des indicateurs à plus long terme encore, et souvent non intentionnels ou intentionnels, après ça dépend entre les outcomes et les impacts comment on se positionne, et qui sont aussi parfois rapportés aux inputs. C'est comme ça par exemple que dans le monde de l'économie sociale et solidaire, on voit apparaître des social return on investment, donc de rendement, alors, investissement, alors, social return, bon, vous avez compris, voilà, merci. Voilà, des SROI qui sont un peu le ROI, mais avec un petit S devant, parce que voilà, on est dans le social et qu'il faut le faire jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que pose comme problème ce type de raisonnement
qui sont présentés toujours, je pense que j'ai trouvé ce graphique au moins dans ces 3 premières, dans la partie ici de gauche, je l'ai trouvé au moins une vingtaine de fois dans des manuels de performance, dans des dispositifs d'évaluation des politiques publiques. Vraiment, c'est devenu un peu la norme. Et les questions qu'elle pose sont celles-ci. D'abord, ils sont présentés comme une évidence. Et puis, quand on rapporte les outcomes ou les impacts aux inputs, ils renouvellent finalement la question de la productivité. Et ils renouvellent la question de la productivité en l'élargissant, mais finalement, on est toujours à la recherche d'une forme de productivité en rapportant des productions, ce qu'on fait à des ressources en temps, en capital investi pour le faire. Et troisièmement, il n'y a jamais de discussion, en tout cas j'en vois quasiment jamais, de discussion autour de ce qu'est le produit. Au fond, comme si c'était une évidence, comme si le fait d'utiliser le terme anglo-saxon, d'ailleurs, le rapportait à une évidence, alors que, encore une fois, le produit, il est inévitablement négocié dans un certain nombre d'activités, en particulier de services, mais pas seulement, et il peut avoir des caractéristiques ambivalentes, contestées, discutables. On peut y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Et puis, l'une des difficultés aussi de ce type de schéma, c'est qu'il laisse entendre qu'il y a une forme de causalité linéaire entre le résultat, les résultats à plus long terme et les impacts et les ressources pour produire. De toute évidence, au plus on est proche du processus de production, c'est pour ça que j'ai fait cette espèce d'entonnoir ouvert, au moins il y a de l'incertitude radicale, et au plus, sans doute, un rapport à output sur input peut, sous certaines conditions, avoir du sens. Mais vouloir rapporter des impacts à des inputs, alors même qu'en fait, on est dans un système, dans des schémas non pas fonctionnaux, rationnels, mais plutôt systémiques, où il faut identifier à la fois des émergences, des interactions et des rétroactions, parce que ce dont on parle ici, ce n'est pas un système mécanique, hein, c'est un système, ce sont des écosystèmes humains qu'il y a derrière. Et bien là, évidemment, on n'a plus de facilité à raisonner autour de rapports d'efficacité ou de rapports d'efficience ou de rapports de performance. D'ailleurs, faut-il le faire? C'est une vraie question. Se pose aussi la question, mais elle est vraiment en lien direct, en miroir direct avec le fait que le schéma causal linéaire pose des tas de questions dès lors qu'on dépasse la question de l'output et qu'on entre sur l'outcome et l'impact, c'est que est-ce qu'on est assuré qu'on puisse imputer individuellement à une ressource un produit, à une ressource un résultat ou à une ressource un impact, alors même qu'il y a à la fois ces effets de rétroaction que j'évoquais, mais il y a aussi les effets de l'environnement. Est-ce qu'on est sûr que les enfants qui réussissent leur bac le font parce qu'ils sont dans tel lycée ou tel autre lycée? Dans quelle mesure il y a un effet familial? Dans quelle mesure il y a l'effet de l'éducation, de l'ensemble des interactions avec lesquelles vivent les enfants? Dernier point. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Parce que j'ai été quand même assez critique. Moi, j'ai toujours comme point de vue, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi construit cet indicateur de santé sociale, d'essayer de suggérer, pas de montrer, mais de suggérer qu'il peut y avoir des... ah oui, pardon, je l'avais écrit, mais c'est passé en blanc. Donc j'ai construit un tableau à double entrée avec 2 lignes de fuite qui, au moment en tout cas où j'ai travaillé sur ces questions-là, dans un ouvrage que j'ai intitulé « La performance totale », qui me semblaient être les lignes de fuite très structurantes sur la question de la performance, à la fois macro et microéconomique. Donc les deux éléments sont, est-ce que le processus, il est imposé, donc planifié, hétéronome, ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'évaluation, ou est-ce qu'il est négocié? Mais négocié, c'est dans le sens délibéré, hein, c'est pas dans le sens négociation avec lutte inévitablement, mais est-ce qu'il est délibéré? On pourrait mettre ça derrière négocier. Et puis ici, j'étais plutôt sur est-ce que l'indicateur est univoque ou est-ce qu'on a une pluralité d'indicateurs pouvant laisser entendre qu'il y a une pluralité de valeurs qui peut être portée, même si elle pose un certain nombre de problèmes. Et quand je croise ces 2 lignes de fuite, eh bien j'ai 4 régimes. Alors ça, c'est le propre des économistes, enfin c'est le propre des chercheurs d'essayer de construire parfois des typologies parce que ça permet d'être dans des cases, ça marche plus ou moins bien. Là, ça marche pas trop mal, même s'il y a des glissements et même si on pourrait essayer de fabriquer un petit peu de nuance autour de la négociation. Tout n'est pas négocié et toute démocratie délibérative n'est pas véritable démocratie délibérative. Mais en tout cas,
voilà, quand on est dans un régime hétéronome d'évaluation performance ou autre hétéronome et qu'on n'a qu'un seul indicateur, bah pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est le retour sur investissement. Le retour sur investissement, en particulier des actionnaires, lorsqu'ils imposent un retour sur investissement et qu'ils ne veulent pas du tout prendre en compte l'environnement dans lequel cela se passe, le produit. Voilà. Aujourd'hui, les EHPAD sont un bon lieu de rentabilité, en particulier Social Return on Investment. J'ai appelé ça un régime autocratique parce que voilà, le régime est planifié, qu'on a un seul indicateur, c'est assez simple et en même temps, mais le qualificatif est tout à fait discutable. Deuxième régime, c'est lorsqu'on a affaire à un indicateur univoque, vraiment je vous prie de m'excuser pour ces mots en blanc, et qu'on est dans un régime négocié. Là, je considère pour moi que c'est le régime Fordiste, celui des années 45 à 70, où la productivité industrielle était négociée en contrepartie de suppléments de protection sociale, d'augmentation de salaire, et donc il y avait des négociations possibles, à la fois sur le niveau de productivité et puis sur l'intensification du travail, en quelque sorte. Il y avait des négociations, mais aussi il y avait les partenaires pour le faire, pour négocier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsqu'on croise un régime hétéronome et planifié avec des indicateurs plus pluriels, eh bien là, on a ce que moi j'appelle le régime managérial. Et pour moi, l'exemple le plus paradigmatique, c'est celui de la LOLF, la loi organique des lois de finances, ou la RGPP, c'est-à-dire la révision générale des politiques publiques, qui se sont produites dans les années 2007-2009 et qui ont vraiment transformé tout le régime de mesure de la performance dans les services publics, où on a imposé une batterie d'indicateurs dans tous les services publics et qui étaient voilà, pas nécessairement plus cohérents que dans le cas d'un seul indicateur parce qu'ils étaient imposés. Et puis, il y a quand même des régimes délibératifs dans lesquels on peut essayer de trouver des exemples, ils sont peut-être de plus en plus rares, dans lesquels on a à la fois une pluralité de valeurs qui sont proposées et qui sont négociées selon des régimes délibératifs. Mais évidemment, ces régimes délibératifs, la délibération et la démocratie, ça prend du temps quand on veut le faire de manière cohérente, mais on a quand même des exemples qui se développent et on essaye de monter un certain nombre d'expérimentations autour de ces régimes délibératifs. Je conclus autour de 3 points. Donc, de mon point de vue, mais c'est discutable, mais j'ai essayé de vous en convaincre, les évaluations, et toutes les évaluations, dès lors qu'on est sur des questions qui relèvent des sciences sociales, au sens vraiment large du terme, reposent sur ce que j'appelle des conventions sociopolitiques, c'est-à-dire des manières de se représenter le monde et ce qui est bon, beau, désirable. Et donc c'est le fruit de choix, de représentation, et de ce qu'est aussi un bénéfice. Qu'est-ce qui est un bénéfice et ce qui est bon pour les gens. La neutralité du chiffre n'existe pas, c'est assez bateau de le dire, mais dans un monde gagné par la quantophrénie, il fait bon de s'en souvenir et que tous les indicateurs sont le fruit d'un travail social intense, et donc la neutralité du chiffre n'existe pas, elle est toujours enchâssée à la fois dans des régimes des idées, dans des institutions, dans des mondes, dans des conflits d'intérêts, etc. Et donc, comme le chiffre n'est jamais axiologiquement neutre, eh bien, il y a au moins 3 enjeux que j'ai identifiés, mais ils sont mouvants selon les niveaux d'échelle sur lesquels je me positionne et puis selon les jeux d'acteurs que j'observe. Un enjeu de capacitation, d'empowerment, c'est-à-dire peut-être qu'il est possible, je pense souvent aux acteurs de l'économie sociale, de vouloir influer sur les politiques publiques pour éviter l'hétéronomie et puis en particulier pour des activités qui produisent ce qu'on appelle des communs sur les territoires, et donc c'est très important, mais un enjeu donc de montée en puissance de prise de pouvoir d'une certaine manière, mais pas de pouvoir du pouvoir seul, du pouvoir avec. Un enjeu social-écologique, de toute évidence, quel monde soutenable veut-on vraiment promouvoir? Et il me semble que vraiment l'évaluation, elle joue un rôle absolument capital aujourd'hui. On parlera sans doute tout à l'heure des investissements verts, mais la nomenclature des investissements verts de l'Union européenne aujourd'hui montre à quel point cette question de la quantification et de la classification et des nomenclatures est absolument essentielle et qu'elle est profondément politique, en quelque sorte, et qu'elle fait valoir aussi des intérêts, mais aussi une manière de se représenter ce que sont les urgences aujourd'hui. Et puis, évidemment, derrière ces questions, puisque
puisqu'elles sont politiques, que la neutralité du chiffre n'existe pas, eh bien la question de qui décide, et donc la question démocratique, est inévitable derrière tous les enjeux de l'évaluation. Donc ne nous laissons pas dessaisir de ces questions d'évaluation, où que nous soyons, parce qu'elle est absolument essentielle et elle guide le monde. Voilà, merci à vous. Ça marche, je sais pas. Alors, donc, la première question que vous posiez, porte sur l'évaluation comme quête sans fin, ou est-ce que ça sert à quelque chose? Au fond, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que, de toute évidence, toute évaluation sera toujours contingente, elle sera toujours limitée, voilà. Mais en même temps, alors je ne sais pas ce que vous aviez dans la tête en disant est-ce que ça sert à quelque chose. Les évaluations ont des effets. De toute évidence, elles ont des effets. Donc on ne peut pas considérer qu'elles ne servent à rien au sens propre du terme que vous avez utilisé. Elles sont toujours suivies d'effets, en particulier lorsqu'elles sont portées par des organisations légitimes en quelque sorte. Et donc la question se pose de savoir comment les organisations légitimes aujourd'hui, alors en entreprise, je vous laisserai dire, mais au niveau des organisations nationales et internationales, on ne peut pas dire que ça soit des lieux ultra-démocratiques, parce que précisément ils sont tous arrimés sur le monde de l'expertise, et que le monde de l'expertise, il est énoncé par les économistes. Alors comme je connais les présupposés épistémologiques qu'il y a derrière les évaluations, j'ai essayé de vous en donner quelques-unes, la substituabilité des capitaux, le fait qu'on est toujours dans une soutenabilité faible en matière écologique, le fait que même en matière de pauvreté, on pourrait mesurer autrement, etc., etc. Eh bien, on se dit que ces organisations, on aimerait qu'ils s'ouvrent un peu plus à du pluralisme dans leur manière d'évaluer, de construire, d'identifier ce qui compte. Est-ce que par exemple, et je vais avoir un petit article qui va être publié dans Le Monde, je pense, ce samedi, est-ce que par exemple, on peut se satisfaire d'une évaluation faite par la statistique publique nous indiquant qu'on a créé 650 000 emplois en 2021, alors même que l'emploi qui est défini, qui est retenu, enfin la définition de l'emploi qui est retenue, c'est au moins 1 heure de travail par semaine. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait là, en tout cas, de la discussion autour une discussion collégiale avec un certain nombre d'acteurs qui viendraient dire là, la bonne, voilà, on considérera comme étant en emploi vraiment lorsqu'on a au moins assez pour vivre, ne serait-ce que cela. Et donc évidemment, si moi j'insiste sur ces questions, c'est que la question de la défiance généralisée m'inquiète, en fait, en tant que citoyenne. Que les extrêmes se nourrissent de cette défiance m'inquiète aussi, et qu'il me semble que les institutions les plus légitimes n'ont pas pris conscience de l'importance qu'elles jouent, du rôle qu'elles pourraient jouer pour essayer d'être plus inclusives dans leur manière de dire ce qui compte, en fait. Voilà. Mais ça, moi, j'ai cette pensée autour des institutions publiques type INSEE, DARES, DRES, etc. Mais sans doute, on pourrait aussi le penser au niveau des entreprises, un autre élément. Et donc, je voudrais aussi répondre à votre très bon commentaire, le fait que vous dites, mais l'impact final rapporté à des inputs, qui peut faire ça? Mais sachez que c'est le grand produit financier aujourd'hui qu'on appelle les contrats impact sociaux. Les contrats à impact sociaux reposent sur le Social Return on Investment. Et le Social Return on Investment, c'est mesurer les impacts rapportés aux inputs. Et vous savez comment fonctionne un contrat impact social? C'est un dispositif tripartite entre un fonds financier, l'État et un prestataire, souvent issu d'une association, par exemple dans l'aide aux personnes démunies. Sur un projet plutôt émergent, disons plutôt une innovation, l'État dit, moi je ne peux pas financer, j'ai plus de sous, et donc il propose à un fonds de financer. Si le projet réussit, autrement dit, si on a réussi à identifier des indicateurs d'impact qui, rapportés à l'input, seront considérés comme étant, rajoutant une sorte de valeur ajoutée sociale, alors non seulement l'État rembourse le fonds, jusqu'à présent c'est plutôt la BNP qui est engagée dans les contrats impact sociaux en France,
donc rembourse la banque, puisque là il s'agit d'une banque pour l'instant, mais en Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'est des fonds de pension, et rajoute une prime, un pourcentage. Alors pour assurer une validité, une acceptabilité sociale en France aujourd'hui, le taux de rendement, puisque c'est de ça dont il s'agit, ne peut pas dépasser 5%. Mais en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en particulier pour des politiques de réhabilitation des prisonniers, c'est parfois monté jusqu'à 20-25%. Donc l'État vient financer les financiers, en fait, sur le dos de cet objectif d'impact social dont vous dites très justement et très sagement qu'en plus, normalement, on pourrait ne jamais savoir comment on les mesure. Et donc évidemment, tout ça se fait autour d'une négociation, autour des indicateurs d'impact, puisque c'est là que se joue la régulation. Mais vous voyez qu'on est en plein dans la fuite en avant de l'usage de ces dispositifs quantophréniques à l'intérieur des politiques du social. Donc on y est déjà. Alors est-ce que du coup, il faut se dire que la coordination par la confiance, elle pourrait être réhabilitée? Il y a des auteurs comme Albert Augien, qui est un sociologue de la quantification, qui propose que pendant 1 an, dans nos sociétés, on arrête de tout quantifier, tout, et qu'on voit ce que ça donne, le contrefactuel. On arrêterait toute forme de quantification. Et on essaierait de voir tout, à tout niveau, politique publique, nationale, on ne mesure pas le PIB. Bon, alors je ne sais pas s'il faudrait aller jusque-là, mais on ne mesure pas la dette, et on raisonne d'une manière, on se coordonne de manière raisonnée, en quelque sorte. Et on mélange le temps réel et l'interconnexion de tout. Voilà. Bon, alors je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais c'est en tout cas des vraies questions philosophiques que vous posez. C'est la même chose, c'est-à-dire vouloir tout modéliser. On essaye de modéliser quelque chose qui n'est pas modélisable. C'est ça la difficulté. Donc, si on va avoir une chance. Mais ça a des effets. Mais ça a des effets. Vous dites que ce n'est pas possible, mais pourtant ça se fait et ça a des effets. Moi, je dis souvent que les indicateurs, ils sont performatifs, c'est-à-dire qu'ils font, avec eux, on fabrique. D'ailleurs, l'indicateur, dans l'entreprise, il est moins fait pour mesurer une réalité que pour induire des comportements. Si vous mettez en place un système de rémunération des commerciaux, ils sont malins, les commerciaux. Ça, c'est sûr, ils ont plein de qualités, plein de défauts, mais ils sont malins. Première année, vous changez de système. Bon, ils commencent à dire comment j'ai touché ma prime. Deuxième année, ils ont compris maximiser les primes. Troisième année, ils ont compris tous les effets pervers et tout comment on tourne autour. Et alors là, vous avez intérêt à préparer le système suivant. Parce que sinon, ça va vous coûter cher. Voilà, ça ne sert qu'à ça, les indices. Au fond, est-ce que c'est des indices qu'il faut? Ou est-ce que c'est de chercher à tout quantifier? Parce que même sur l'impact social, on pourrait regarder la mesure, elle est quand même gratinée. Hein. J'en suis quelques-unes actuellement. Et que de fait, soit on a confiance dans les acteurs sociaux. Vous suivez quelques contrats impact social? Oui, dans le domaine de la précarité énergétique. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on a confiance dans les acteurs qui mettent en œuvre les politiques? Et donc du coup, la question, c'est comment on construit et on entretient cette confiance? Comment à la limite on évalue cette confiance? Comment on fait des tableaux de bord qui se somment et qui finissent sur le tableau d'un ministre qui, de toute façon, lui, veut il veut gérer à coût de milliards, il ne veut pas gérer à coût de petites sommes. Or, l'action sociale, elle se fait à coût de petites sommes dans des petites structures. Et on essaye d'additionner tout ça. Bon courage. Je pense que c'est peine perdue. Beaucoup d'énergie. Et puis je pense que les tableaux de bord, il faut aussi s'en défaire. C'est-à-dire, il y a un moment donné, on mesure des choses, et puis des moments, on ne les mesure plus. Il n'y a pas besoin de tout mesurer tout le temps, parce qu'on a une inflation. Si vous regardez les rapports RSE des sociétés cotées, ça commence à être gratiné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de lire tout ça, mais... C'est la quantophrénie. Voilà. Et trop, c'est trop, quoi. On va passer plus de temps à lire les rapports qu'à mener l'action. Hein. D'ailleurs, le coût des rapports d'audit, ils sont assez considérables. Ça fait vivre du monde. En matière d'expérimentation aléatoire contrôlée, j'entendais, mais il faudrait le confirmer, que dans le monde des politiques du développement, l'expérimentation, donc l'évaluation elle-même, siphonne les 3/4 du budget global du développement. C'est devenu, effectivement, je ne sais plus qui l'évoquait, c'est devenu aussi un marché, ça c'est sûr. Hein. J'ai une de mes doctorantes qui vient de terminer une thèse là-dessus et qui fait tout un chapitre sur le marché de l'évaluation, en fait.
Et pour un petit peu plus loin, puis après je dis plus rien. Je vous en prie, c'est intéressant. Dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas à travailler le sujet de l'auto-évaluation et qu'est-ce qu'on fait de l'auto-évaluation, comment on la partage parce que c'est bien le challenge de l'auto-évaluation qui va permettre, ça permet aussi de modifier les comportements, mais en responsabilité et pas en recherche de subventions, etc. Dans un certain nombre de mondes de l'économie sociale, ils appellent ça les démarches progrès, en fait, où ils sont dans des formes d'auto-progression, en fait. Ils ne cherchent pas à avoir de repères extérieurs, mais ils essayent eux-mêmes de se mettre en version dynamique. Merci. J'ai énormément de questions là en ligne, donc je vais quand même en traiter quelques-unes. Alors, ici j'ai le PIB induit une gouvernance mondiale, par le G7 notamment, ce qui suggère de définir un cadre d'évaluation alternatif à l'échelle globale, inexistant ou non utilisé, exemple ODD. Mais comment définir un cadre applicable globalement alors que les systèmes de valeurs peuvent différer d'une communauté à une autre ? Oui, c'est une question qui est très intéressante, en même temps très classique et qui se pose à toute échelle en fait. Par exemple, l'indicateur de santé sociale qu'on a élaboré dans la région Nord-Pas-de-Calais et qui s'est appuyé pour se fabriquer sur finalement toutes les autres régions, puisqu'on a fait un peu comme dans le cas de l'IDH, je ne sais pas qui parlait là. C'est une question de Fabien Delahaye. Voilà, donc la question de Fabien, donc l'indice de développement humain fonctionne un peu de la même manière au niveau international. Donc on a dû fabriquer une normalisation comparative à partir de toutes les régions ou tous les départements de France. Mais il y a des régions qui ont contesté en fait la légitimité de cet indicateur en disant mais ça a été élaboré dans le cadre d'une démocratie participative des citoyens et des parties prenantes, mais du Nord-Pas-de-Calais. Et donc ce qui vaut pour une région ne vaut pas nécessairement pour d'autres. Donc moi je suis d'accord avec ce point de vue. Néanmoins, il peut y avoir un tout petit peu de pragmatisme, comme ça a déjà été le cas à différents moments du monde. Bon, et en particulier le pragmatisme qui consiste à dire on peut travailler sur des formes d'indicateurs à géométrie variable, c'est-à-dire avec une forme de tronc commun, on dirait dans le monde de l'université, un tronc commun qui vaille pour à peu près tous les pays du monde, ou en tout cas toutes les régions, et puis ensuite on puisse travailler de manière en tenant compte des spécificités des assets, des actifs de chaque territoire ou de chaque pays. Par exemple, sur l'indice de pauvreté humaine du PNUD, parce que je pense que Fabien, connaissant les ODD, connaît sans doute bien aussi ce monde-là, dans l'indice de pauvreté humaine, il avait été décliné selon les pays dits occidentaux riches et puis selon les pays des Suds. Avec cette idée que les pauvretés humaines ne pouvaient pas être évaluées de la même manière selon qu'on était riche ou pauvre. Je donne un exemple. On retenait le taux d'alphabétisation dans un cas, le taux d'illettrisme dans l'autre. On retenait le niveau de pauvreté économique dans un cas ou le taux d'accès à des services de première nécessité dans l'autre. Voilà, donc on tenait compte déjà d'un certain nombre de spécificités, voilà, ou de spécificités des actifs du territoire. Donc c'est, à mon avis, c'est à la fois c'est assez juste, mais c'est pas parce que la gouvernance mondiale n'existe pas qu'il ne faut pas quand même essayer de faire valoir d'autres valeurs que celles de l'économie, en particulier du monétaire, pour avancer sur une soutenabilité. Voilà. Se demander s'il y avait une analyse de la planche Input, Output, Outcome, Impact sur le monde de l'éducation. Oui, bien sûr. À vrai dire, c'est même dans le monde de l'éducation aux États-Unis qu'ont été pensés les premiers dispositifs d'analyse coût-bénéfice. Et en fait, ce que je vous ai présenté en planche Input, Output, Outcome peuvent très bien être présentés sous forme d'une analyse coût-bénéfice ou coût-efficacité. C'est à peu près la même chose, simplement on monétarise au numérateur et au dénominateur. Donc c'est sous le gouvernement Johnson aux États-Unis que dans des politiques éducatives ont été imaginées les premières politiques, les premières évaluations de politiques publiques, c'était là. Le problème, c'est que
c'est qu'ensuite, elles ne se sont pas beaucoup développées, en tout cas en France, jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, les politiques évaluatives dans le monde de l'éducation, elles ne sont pas tellement... on pourrait dire qu'une partie des batteries d'indicateurs d'impact sont quand même, reposent sur ce même schéma quand même, au fond. Mais pas toutes, enfin ça dépend lesquelles, quoi. Mais il y en a quand même quelques-unes. Alors moi je ne maîtrise pas complètement ce monde par la perception, par les risques, mais quand même je vois au moins deux choses que je peux dire. La première, c'est que je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'il fallait que je série mes commentaires, mais comme tu le sais bien d'ailleurs, l'une des difficultés du PIB, c'est que c'est un indicateur de flux et que ce n'est pas un indicateur de stock. Et qu'au fond, pendant des années, et encore aujourd'hui, on veut maximiser cet indicateur de flux en épuisant les stocks et les patrimoines sur lesquels nous sommes assis. Et en fait, le flux, il empêche de penser les irréversibilités. Et ce qu'on voit arriver dans la littérature, déjà depuis plusieurs décennies, hein, notamment dans les sciences géologiques, plus que dans les sciences humaines et sociales, c'est cette idée selon laquelle il y aurait des seuils, finalement, à ne pas dépasser, sinon on mettrait en danger l'espèce humaine. Et donc je fais le lien comme ça avec ce que tu me dis, et les travaux en particulier de Rockström sont très connus sur les seuils d'irréversibilité, que ce soit en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de changement climatique, de pollution, de biodiversité, et avec vraiment cette idée que comme ces écosystèmes font écosystèmes, il suffit de dépasser un certain seuil pour que le changement climatique s'emballe ou qu'on ait un effondrement vraiment de la biodiversité, etc. Et donc c'est sous cet angle-là que finalement moi je m'approprie ces travaux, parce qu'ils pensent la question des patrimoines plus que la question des flux uniquement. Et que ça a été un impensé de nos sociétés, hein, j'aurais pu l'évoquer quand j'ai parlé de la théorie de la croissance endogène, de penser uniquement cette dynamique de flux et de jamais penser les patrimoines finalement. D'ailleurs, le thème richesse que j'utilise, les économistes le contesteraient parce qu'eux disent, ils parlent de production et ils réservent la notion de richesse à la question normalement des patrimoines. Mais aujourd'hui, tout le monde dit on produit des richesses comme on produit de la production, quoi. Donc c'est pour ça que je mobilise. Il y a une chose qui me surprend beaucoup, c'est qu'en fait, il y a des sociétés aujourd'hui très innovantes qui nous proposent plein de services gratuits sur Internet. Le freemium est devenu quelque chose d'absolument standard. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur cette réalité-là dans le monde économique dans lequel on vit. Et est-ce qu'il y a des études pour apprécier finalement la valeur que représente l'ensemble de ces services? C'est une question absolument passionnante et qui traverse évidemment toute la question économique. C'est la question centrale de l'économie. Quelle est la valeur quelle est la valeur économique et comment on la construit et comment elle est puisée sur quoi. Alors, en théorie économique, les grandes distinctions, les grands cadres théoriques qui s'opposent, c'est ce qu'on appelle la théorie de la valeur travail, hein, celle qui a été produite par toute l'économie politique classique, qui va de Ricardo à Marx, en passant même par Adam Smith. Et donc pour eux, finalement, la valeur, elle est uniquement contenue dans ce qui a été nécessaire pour le produire. Donc c'est un peu la valeur du travail de l'ouvrier, en quelque sorte, hein, si on veut se donner une image un peu rapide. Et puis d'un autre côté, la grande bascule en 1870 avec ce qu'on appelle la bascule théorique marginaliste dans le monde, ça a été celle de la valeur-utilité. C'est-à-dire, les économistes se sont dit, mais c'est le marché qui va décider. À partir du moment où un bien a été consommé, c'est qu'il est utile pour les gens et donc il a la valeur. Voilà. Son prix rappelle la valeur ontologique, utilité du bien. Et puis vous avez une troisième catégorie d'auteurs dont font partie des économistes comme André Orléans, qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle L'Empire de la valeur. Et dans son ouvrage, André Orléans, lui dit toute la valeur, elle est toujours un construit social. Et lui, son objet d'étude, c'est les prix dans le monde de la finance, hein, dans le monde de la bourse, etc. Et donc, il considère qu'au fond, les bulles, elles sont inévitables
parce que les individus sont des êtres mus de mimétisme. Hein, il renvoie ça aux travaux du philosophe Girard. Et puis, du coup, il n'y a pas d'ontologie de la valeur. Il n'y a pas d'ontologie à la valeur. Donc vous voyez, dans un cas, deux catégories d'économistes s'affrontent entre la valeur travail et la valeur utilité, mais dans ces deux cas, quels qu'ils soient, même s'ils s'opposent, ils ont quand même l'idée qu'il y a une valeur ontologique à ce qui est produit. Et pour quelqu'un comme Orléans, lui, il considère que toute valeur est construite. Et les sociologues seraient plutôt de ce côté-là avec lui, bien que lui soit économiste. Et moi, je pense que je suis plutôt aussi de ce côté-là, même si je continue, je le dis avec humilité, à avoir des difficultés, parce que je suis à la fois séduite par la valeur travail. En même temps, je trouve que parfois la valeur utilité a du sens. Et puis, je continue de penser que toutes les valeurs sont construites. Donc, je suis sans doute plus éclectique, en fait. Je n'ai pas de camp de base très, très construit. Mais sur la question que vous posez de la gratuité, c'est une question absolument essentielle. Et peut-on même dire que le consommateur travaille? J'ai mené un débat à Blois, aux journées d'économie de Blois, au rendez-vous de l'histoire, autour de le consommateur travaille-t-il? Mais c'est vrai qu'on est en légitimité de se poser la question. Quand c'est vous qui mettez vos données sur Internet, quand c'est vous, même depuis le self-service des hypermarchés, quand c'est vous qui faites à la place du salarié, est-ce qu'il n'y a pas un moment ou un autre, en tout cas, quelque chose qui se fabrique avec vous en tant que consommateur? Mais alors du coup, vous voyez bien que toutes les grandes catégories de l'économie s'effondrent. Puisque si le consommateur se met à travailler, alors c'est plus le travailleur qui travaille, c'est le consommateur qui lui-même produit de la valeur. Et là se posent des questions vraiment essentielles que l'économie n'a pas du tout résolues de mon point de vue. J'ajoute un petit point quand même sur la question de la gratuité. Il y a quand même eu des travaux qui ont porté sur la fausse gratuité. Par exemple, dans, je sais pas, Nespresso vous offre sa machine, mais elle, ce qu'elle veut, c'est vendre du flux. Hein, elle veut vous vendre des capsules, donc elle vend sa machine parce qu'elle sait qu'après, elle fabrique une forme de dépendance autour du flux. De la même manière qu'il y a une fausse gratuité autour de ces journaux gratuits parce que en fait ils vendent de la publicité ou à la télé qui vendent du temps de cerveau disponible comme disait Lelay ou bien même finalement tous ces pseudo systèmes d'internet qui ont été quand même pendant longtemps déficitaires et qui au fond ont réussi à vendre vos données. Puisque aujourd'hui, le système fonctionne uniquement sur les données. Donc il faudrait nuancer sur un certain nombre de choses, mais en tout cas, la question centrale qui se pose, c'est qui produit la valeur aujourd'hui? Et ça, c'est une question sur laquelle les économistes ne sont pas du tout d'accord, et qui, de mon point de vue, bouscule les lignes, j'allais dire, entre types d'économistes, entre économistes orthodoxes, hétérodoxes, je fais plutôt partie des hétérodoxes, comme vous l'avez sans doute compris, mais même chez eux, il n'y a pas d'unanimité du tout autour de la question, et qui aussi traverse sans doute les sociologues pour celles et ceux qui s'intéressent un peu à cette question. La première, le PIB n'est-il pas un indicateur assez facile à calculer, de manière standard et comparable? Quid des nouveaux indicateurs de bien-être? Quid de la précision relative de tous ces indicateurs? Ensuite, est-ce que l'indicateur D9, D1 et l'indicateur Gini se valent? Ensuite, comment définir l'intérêt général? Comme la moyenne des préférences des individus, comme autre chose, y a-t-il des articles, ouvrages de référence là-dessus? Depuis Rousseau, oui. Ensuite, l'évaluation, entre parenthèses la moins imprécise possible, n'est-elle pas indispensable pour piloter la décarbonation? Ensuite, je ne vais pas trop vite. Non, j'adore. Ensuite, quel bon ouvrage ou article d'introduction recommandez-vous sur les expériences aléatoires contrôlées? Très bien. Ensuite, y a-t-il des méthodes existantes, efficaces, opératoires pour analyser les effets systémiques? Ensuite, est-ce que les nouveaux indicateurs de bien-être social intègrent la dimension commerce extérieur et souveraineté? Dans l'imaginaire collectif, les gens pensent que le PIB est facile à calculer.
Mais le PIB, il est ultra difficile à calculer. Il y a eu toute l'histoire du PIB est traversée par des controverses autour de son élaboration, autour d'hésitations, autour d'une obligation de devoir le rendre cohérent avec les mutations du capitalisme. Par exemple, depuis quelques années, on ajoute la R&D à l'intérieur de la production du PIB, alors qu'avant c'était considéré comme une dépense finale, une consommation intermédiaire. Donc la R&D aujourd'hui productrice de richesse alors qu'elle ne l'était pas avant. Mais je vais vous donner un exemple. C'est qui ce qui me parlait? C'était Francis. Je vais donner donc un exemple à Francis. Alors comme je publie des chroniques sur France Culture, vous pourrez aller écouter ma chronique il y a 15 jours ou 3 semaines qui a été publiée sur cela. En 2016, en Irlande, ils ont publié leurs chiffres de croissance économique, donc le PIB, l'évolution du PIB en volume, et l'estimation était autour de 8%. Et puis 2 mois plus tard, ils ont fait une réévaluation de l'évolution de la croissance économique et ils l'ont portée à plus de 26%. Donc en 2016, il y a une croissance économique de plus de 1/4 de richesse en Irlande. Évidemment, personne n'en a vu la couleur, pas les employés, il n'y a pas eu plus d'emplois, etc., etc. Pourquoi? Parce que la R&D maintenant est considérée comme une production de richesse, alors qu'avant c'était une consommation intermédiaire. Et il s'avère que comme l'Irlande est un pays de défiscalisation, une niche fiscale pour un certain nombre de sièges sociaux, en particulier des GAFAM, eh bien les GAFAM ont décidé de rapatrier toutes leurs royalties émanant de l'ensemble des pays du monde dans ces pays-là. Et il a suffi que 2 entreprises rapatrient toutes leurs royalties pour échapper à la fiscalité, pour que en une seule année, ça augmente le PIB de ce pays. Et donc évidemment, ça met les comptables nationaux dans un véritable embarras, de la même manière que la France qui peine à s'exécuter pour ajouter la prostitution à l'intérieur du PIB. Et comment le faire? Vous pensez que c'est facile d'évaluer les services rendus par la prostitution? Vous pensez que c'est facile d'évaluer les services rendus par l'éducation et par la santé? Et quel prix faut-il attribuer lorsqu'il n'y a pas de prix? Puisque dans tous les services publics, il n'y a pas de prix, et les services publics, ça représente à peu près 1/3 du PIB. Donc non, ce n'est pas du tout facile, ce sont des hordes de comptables nationaux qui, tous les ans, à la fois débattent, discutent, au niveau international d'ailleurs, de cette question, et donc c'est sans doute beaucoup moins facile que d'évaluer un certain nombre d'indicateurs alternatifs. En tout cas, ça ne se joue pas sur le même registre, mais ce n'est pas plus simple. Et en tout cas, ça fait l'objet d'un véritable travail social. D9 sur D1 par rapport à Gini, oui, c'est pas du tout la même chose, parce que dans l'indicateur de Gini des inégalités, on y retient l'ensemble des patrimoines, tandis que D9 sur D1, ce sont simplement, donc on retient la masse de l'ensemble des salaires, tandis que lorsqu'on travaille sur D9 sur D1, on regarde uniquement 2 bornes, en fait. Donc à la limite, à l'intérieur, ce qui se passe entre ces 2 bornes, on ne sait pas trop. Et D9 sur D1, c'est intéressant, parce qu'en fait, on retient uniquement le salaire des 10%, au seuil des 10% les plus riches et au seuil des 10% les plus pauvres. Mais Piketty, par exemple, dans ses travaux, il montre bien que le D9 sur D1, il est resté très stable dans le temps. Mais si on ne prend pas le D9 sur le D1, mais le C99 sur le C1, c'est-à-dire le centile le plus riche par rapport au centile le plus pauvre, alors là, les évaluations, enfin les inégalités ont explosé dans tous les pays occidentaux. Donc évidemment, tout dépend des lunettes que l'on chausse pour savoir, pour dire quelque chose sur l'évolution des inégalités. Donc c'est plutôt dans les queues de la distribution, pour le dire autrement, que les inégalités s'accroissent. Et de ce point de vue, puisque le Gini prend en compte l'ensemble de la masse, eh bien, il est un peu plus sensible, y compris aux queues en particulier. Il est très sensible sur les très grandes richesses, en fait, qui viennent déformer le Gini. C'est la raison pour laquelle Piketty aime bien utiliser le Gini. Ouais, ça va. Juste un dernier point, parce que du coup, comme je vais y aller à pied, j'ai quand même encore 3 minutes. Les expérimentations aléatoires contrôlées, je vous donne deux références, le pour, le contre, comme ça vous ferez votre miel. Le pour, ce sont les travaux du GEPAL, qui est devenu une énorme industrie internationale d'évaluation des politiques publiques, et en particulier des évaluations du développement. Et la papesse de l'expérimentation aléatoire contrôlée, c'est Esther Duflo, qui est le prix le co-prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Donc si ça vous intéresse du point de vue
de la technicité et de ce que ça fait aux questions de développement, moi d'un point de vue pas du tout critique, vous allez voir ces travaux-là. Et si vous voulez aller voir le point de vue plus critique, vous allez lire les travaux d'Arthur Jatteau, J-A-2-T-E-A-U, qui est un chercheur de mon laboratoire et qui a publié toute une thèse sur une analyse critique des expérimentations aléatoires contrôlées lorsqu'elles sont appliquées aux questions de sciences sociales et aux questions du développement. Sur les effets systémiques, je n'ai pas de grande réponse à formuler, j'en suis vraiment désolée. Et quant à la dernière question portant sur les nouveaux indicateurs que vous avez appelés de développement humain social, appelons-les les nouveaux indicateurs de richesse, je n'en connais pas autour du commerce extérieur en tant que tel. En revanche, sur les questions de souveraineté, ou en tout cas sur les questions de... toutes ces questions un petit peu d'identité, d'autonomie des pays, ou bien il existe notamment au niveau du PNUD, mais surtout de la Banque mondiale, des travaux qui portent voilà, sur ces questions de souveraineté en fait. Et bon, alors après, qu'est-ce que ça vaut et est-ce que ce sont vraiment des indicateurs de richesse? En tout cas, cette question de la souveraineté, elle est traitée dans des indicateurs, je pense que c'est la Banque mondiale qui doit le faire. Le commerce extérieur, alors évidemment, il y a un lien entre commerce extérieur et souveraineté, mais je connais moins. Après, il existe quand même des indicateurs de dépendance économique ou d'indépendance économique. Si c'est sous cet angle-là, ça, ce sont des indicateurs assez classiques du monde de la macroéconomie, du commerce international. Donc là, il existe des choses. Mais peut-être pas d'un point de vue très alternatif, là, assez conventionnel par rapport à l'économie. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de ces questions. Merci.